Et bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DVWA, mais c'est également la dernière, puisqu'on va attaquer le dernier exercice qu'on n'a pas encore fait, qui sont les injections SQL, mais cette fois-ci en blind. Alors on va voir un peu plus tard ce qu'est le blind, mais au début on vérifie qu'on est bien en security level low. Encore une fois, bon normalement si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez suivi toutes les vidéos, vous commencez à être au courant de comment ça se passe. Mais si jamais vous êtes nouveau, déjà je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos à ce sujet. À chaque fois, il y a la résolution de tous les niveaux pour tous les exercices ici. Et j'avais fait une vidéo, la toute première vidéo de la playlist. Normalement, il y a également une playlist sur ma chaîne YouTube liée à DVWA qui va vous permettre d'avoir accès à toutes les vidéos. Et la toute première, c'est comment installer justement DVWA chez vous sur un Docker en utilisant Docker Compose pour vous entraîner et refaire les manipulations de votre côté. Donc on se met bien en lot, on est en submit, je suis connecté, voilà. Donc, les injections SQL en blind. Si vous ne savez pas ce que c'est, déjà je vous invite à aller voir la vidéo ou même à vous entraîner de votre côté sur les injections SQL de base, parce que blind c'est beaucoup plus compliqué que celle de base. Donc, on se souvient qu'une injection SQL, on va dire classique, on va pouvoir modifier la requête SQL qui est faite en back-end pour pouvoir y intégrer des choses supplémentaires qui seront affichées ensuite à l'utilisateur. Donc on va pouvoir comme ça extraire des informations. Comme son nom l'indique, le blind, c'est qu'on est un petit peu à l'aveugle. Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas voir tout à fait la sortie. Ici, si je mets un user ID qui existe, par exemple 1, qu'est-ce que j'ai? Je ne vais pas avoir les informations de sortie correspond à l'ID d'utilisateur numéro 1, je vais uniquement avoir un booléen. Est-ce que l'utilisateur existe ou n'existe pas? Là, on peut voir que l'ID 1, on nous dit que l'utilisateur existe dans la base de données. Si je mets 0, submit, on nous dit que l'utilisateur n'existe pas dans la base de données. Si je mets un truc aléatoire, ça va me mettre que l'utilisateur n'existe pas dans la base de données. Si je mets quelque chose qui serait une injection SQL, submit, j'ai une erreur. Mais on ne nous affiche pas le type d'erreur. Donc là, ça veut bien dire qu'on est en blind. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à casser la requête, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe derrière, de comment est faite la requête, et on n'a aucune information sur le retour. Alors, comment on fait quand c'est comme ça? Eh bien, on va essayer plusieurs choses. On sait que là, ça casse, et on sait également que le 0 apparemment n'existe pas. Donc si on fait une requête SQL classique, 0, et on fait or 1 égale 1, et on met tout le reste en commentaire, qu'est-ce qui va se passer? Hop, je récupère ça, submit, l'utilisateur existe dans la base de données. Ça c'est très intéressant parce qu'on avait vu que le 0 n'existait pas, mais quand on injecte ceci, le or 1 égale 1 qui est tout le temps vrai, maintenant on a l'utilisateur qui existe dans la base de données. Donc on a réussi à injecter une requête SQL customisée et on a réussi à modifier justement le comportement de la requête en nous faisant retourner un comment ça s'appelle quelque chose de valide. Donc en fait ici les requêtes, si on regarde le code source, elles ne renvoient que 0 ou 1, vrai ou faux, et elles renvoient un booléen. Donc là on peut se demander comment est-ce qu'on fait du coup pour réussir à faire de l'injection SQL et par exemple à récupérer un mot de passe. Et on va en parler juste après, mais avant, on peut regarder un petit peu le code source, à quoi il correspond. Donc, c'est toujours du PHP. Ici, on va récupérer l'identifiant, donc qui est en get dans, normalement, l'URL. Donc ici, on récupère bien, normalement, l'identifiant, mais on va également y insérer notre requête SQL. On a une variable qui s'appelle exist, qui a au début pour valeur false, donc un booléen false. Ici, on fait un switch case en fonction du type de base de données qu'on a derrière. Donc là, c'est pour du SQLite, mais on ne va pas s'en préoccuper parce que de mon côté, moi, c'est du MySQL. Donc on tombera dans ce cas-là. On va vérifier la base de données. Donc c'est un select first name, last name from users, where user ID. Bon, c'est un truc classique, ok. Du coup, si jamais il y a une exception, comme on l'avait vu avec un seul guillemet qui est mis, enfin une single quote qui est mise, on aura un there was an error, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Et derrière, on vérifie, est-ce qu'il y a plus qu'une seule ligne?
Si dans le résultat, il y a plus qu'une seule ligne, alors exist va valoir true. Sinon, c'est une exception ou autre, ça va valoir false. Et par défaut, ça vaut false. Et ensuite, on va afficher le résultat à l'utilisateur. Si ça existe, donc si c'est vrai, alors on met utilisateur ID existe dans la base de données. Si c'est faux, alors soit c'est quelque chose qui n'est pas trouvé et du coup on renvoie un 404 not found. Soit si la variable existe est false, on va envoyer un message de l'utilisateur qui est user ID is missing from the database. Dans ce cas-là, vous voyez qu'à aucun moment on ne retourne une donnée utilisateur. Mais cependant, on va quand même réussir à faire en sorte de récupérer des informations et d'énumérer. Vous allez voir que cette vidéo risque d'être un peu longue parce qu'on va créer notre propre script en bash pour énumérer. Là, vous allez me dire, ok, mais pourquoi un script bash? Est-ce qu'on ne peut pas le faire à la main? Alors, je vais vous montrer le principe et vous allez voir que très rapidement, ça va se retrouver, enfin, on va se retrouver assez limité parce que si vous devez énumérer une base de données entière, ça risque de vous prendre quelques heures pour la faire entièrement. Donc, ici, la technique, en fait, vu que on ne va pas pouvoir retourner des données, en tout cas de manière directe, on n'a que vrai ou faux, on va utiliser une technique qui consiste à prendre en entrée une chaîne de caractères qu'on aura définie, à la découper en morceaux et à checker caractère par caractère s'il existe. Si c'est pas clair, je vais vous montrer. Donc ici, en fait, il y a une fonction qui s'appelle substring en langage SQL. Si on regarde un petit peu à quoi ça correspond, sur la documentation, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est utilisé pour segmenter une chaîne de caractères. On s'en fout. Autrement dit, cela permet d'extraire une partie d'une chaîne, par exemple, pour tronquer un texte. Et ça, c'est ce qu'on va utiliser principalement pour faire notre énumération. Pourquoi? Si on regarde à quoi ça correspond, on a ici, donc on va utiliser ce principe-là. Ça prend 3 paramètres. Alors, pas que, mais nous, on va utiliser cette partie-là. Donc, une chaîne de caractères en entrée. Ok, c'est la chaîne de caractères qu'on veut découper. Le début, à quel offset, à quel numéro de caractère on décide de le couper et sur combien de caractères on le prend. Par exemple, exemple tout bête, hop, ici, si j'utilise ma commande, enfin, là, ça va pas fonctionner, mais je vous montre juste en version écrite. Si je vous fais juste un substring comme ça, que je prends en paramètre, par exemple, bonjour, que je prends le 1 et 1, si je fais ça, donc ma chaîne de caractères c'est bonjour, c'est celle que je veux découper. À partir du combienième je veux découper, donc c'est l'ID 1. Alors attention, c'est pas tout à fait comme en programmation, c'est pas à partir de 0 ici, là c'est considéré comme étant le premier. Donc je prends à partir du premier, donc juste avant le premier, et je le coupe sur 1. Donc en fait ça va prendre qu'un seul caractère, ça va prendre le B. Pourquoi j'ai une annonce sur les JO? Non. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors où j'en étais, voilà, je vais prendre celle-ci, autant de la chaîne de caractères, chaîne en partant de la position définie par début et sur la longueur définie par longueur. Donc ici, si je récupère ça, ça va me retourner B. Vous allez me dire, ok, c'est très bien B, mais on s'en fout en fait. Sauf que si on arrive à découper chaîne par chaîne, on peut tester le caractère. En fait, on peut dire une condition, est-ce que si je découpe ça, hop, est-ce que ça, c'est égal à la chaîne A? Là, ça va être false, on est d'accord, ça va nous retourner faux, parce que B n'est pas égal à A. Par contre, si je mets ça, ça va être vrai. Pourquoi? Parce que je prends dans bonjour, je découpe le premier de longueur 1, ça va me récupérer B, B est bien égal à B, donc ça va me renvoyer true. Et du coup, si j'arrive à craft une requête comme ça, en checkant un par un tous les caractères, est-ce que le premier caractère est égal à A? Oui, non. Si c'est non, bah, ça veut dire que ça commence pas par un A, donc je continue. Est-ce que c'est un B? Oui, non. Si c'est un B, bah, tant mieux, ça commence par un B. Et du coup, je sais que la variable que je recherche commence par un B. Donc là, vous commencez à voir un petit peu l'énumération, comment elle va s'effectuer. Une fois qu'on a fait le B, on le garde en mémoire. Je garde dans mon bloc-notes, je sais que c'est un B le début. Ok. Maintenant, je passe au deuxième caractère. Parce que le B, maintenant, on s'en fout, on a défini. Maintenant, je passe au deuxième. Comment je fais pour passer au deuxième? Alors déjà, là, je repars du début. Pour passer au deuxième, en fait, j'ai juste à incrémenter celui-ci de 1. Donc ça passe à 2. Maintenant, ça veut dire, prends-moi à partir du deuxième caractère. Donc là, le premier, on laisse tomber. Le deuxième caractère sur une longueur de 1, toujours de 1. Donc là, on prend le deuxième, le O.
Et on refait pareil. Est-ce que le O est égal à un A? Oui, non. Voilà, en l'occurrence, c'est pas le cas. Est-ce que c'est égal à un B? Non. Est-ce que c'est égal à un C? Non. D, E, F, machin, ainsi de suite. Est-ce que c'est égal à un O? Oui. Ok, donc là, si ça m'a retourné vrai. Donc si ça m'a retourné vrai, je sais que le deuxième caractère, c'est un O. Le premier, c'était un B, le deuxième, c'est un O. Je le garde en mémoire. Donc je sais que mon mot que je cherche, en tout cas, commence par un B et un O. Ok. Ensuite, je refais la même. Je veux chercher le troisième. Donc là, j'incrémente de nouveau de 1. Je repars du début, A, ainsi de suite. Et ainsi de suite, comme ça, et on va réussir à énumérer l'entièreté d'un mot, enfin, ou en tout cas d'une variable qu'on recherche, avec ce système-là. Alors là, vous vous dites, ok, mais en fait, le mot que tu cherches, tu l'as déjà écrit toi-même, donc ça sert à rien. Oui, mais en fait, au lieu d'écrire, par exemple, un mot en dur que nous on connaît, ça peut être, par exemple, le nom de la base de données. On va le voir juste après, mais ici, je pourrais bien mettre database, comme ça. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je vais tester. Donc, database, là, au début, on est d'accord que je ne sais pas quel est le nom de ma base de données qui tourne derrière le site web. On n'est pas au courant de ça. Du coup, ça va être, on va appeler cette fonction-là, qui va être ensuite convertie donc, en nom de variable, et on va l'énumérer. Est-ce que, donc là, ça va être converti, par exemple, bon, je sais que moi, derrière, c'est DVWA, le nom de la base de données, mais ça va être appelé via la base de données, ça va être converti en chaîne de caractères correspondant au vrai nom de la base de données, donc ici, ça va être converti en DVWA, et ensuite, je check, est-ce que le premier terme de longueur 1, c'est un A? Oui, non. Ainsi de suite. Est-ce que c'est B, C, D? Là, ça va me renvoyer vrai, parce que database, derrière, c'est DVWA, ça commence par un D. Ça va me renvoyer vrai. Du coup, je sais que le premier caractère du nom de ma base de données, c'est un D. Je refais la même, je repars du A et j'incrémente de 1. Là, on est à 2 maintenant. On va prendre le deuxième caractère. Est-ce que le deuxième caractère de DVWA, donc normalement c'est un V, est-ce que c'est un A? Non. J'incrémente B, C, D, ainsi de suite, j'arrive à V, là il va me mettre que c'est vrai, ainsi de suite. Donc vous avez compris le principe. Concrètement, comment ça fonctionne? On va voir comment je vais pouvoir crafter ça. Donc ici, je récupère, je pars tout le temps du même principe. Alors ici, il y a deux possibilités. Soit je prends au début un ID qui n'existe pas, par exemple 0. Donc là, c'est censé me renvoyer faux. Mais je vais utiliser 0 et ensuite un OR pour tenter de renvoyer quelque chose de vrai. Si ça me renvoie un truc de faux, ça veut dire que ça n'existe pas derrière. Si ça me renvoie un vrai, ça veut dire que ça existe. Ce que je cherche existe. Ok, je peux faire l'inverse aussi. Parce que là, c'est un OR, ça veut dire qu'il faut au moins un des deux qui soit vrai. Lui sera tout le temps faux, mais derrière, je veux quelque chose de vrai. Je peux faire l'inverse. Je peux prendre le 1, qui existe toujours, et mettre un 1 derrière. Dans ce cas-là, si j'ai quelque chose derrière qui n'existe pas, qui n'est pas trouvé dans la base de données, ça me renverra tout le temps faux. Si j'ai quelque chose dans la base de données derrière qui existe, ça me renverra vrai. Donc voilà, là il y a deux possibilités. Soit vous utilisez quelque chose qui n'existe pas avec un OR, soit vous utilisez un ID qui existe avec un AND. C'est exactement la même chose. Il y a deux possibilités différentes. Bon, maintenant qu'on en est là, alors, encore une fois, je vais pas parler ici du cas où il faut faire attention avec les requêtes qu'on fait. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les injections SQL de base, mais ici, c'est que un select. Donc il n'y a aucun souci. Dans le cas où il y a des delete, des insert, des updates, ce genre de choses au niveau des requêtes SQL, toujours faire attention de ne pas rentrer n'importe quoi, de faire des tests corrects avant pour pas supprimer ou altérer la base de données, surtout si vous êtes sur un environnement de production, vous risquez de tout casser et c'est clairement pas recommandé. Donc concrètement, moi je vais utiliser le OR. Donc 0, OR, donc là on avait vu que ça fonctionnait alors que c'est censé ne pas fonctionner parce que ça n'existe pas, le terme de gauche n'existe pas, mais le terme de droite existe et comme c'est un OR, il en faut que un des deux qui soit vrai pour que toute la requête soit vraie, et ici c'est vrai. Ok. Maintenant je vais utiliser ce qu'on a vu juste avant avec le substring. Donc je vais utiliser ça c'est faux ou donc substring. Par exemple, on va faire l'exemple avec database. Database, je prends le premier caractère de longueur 1 et je veux tester si c'est égal à A. Donc là, si on regarde la tête complète de ma requête, ça ressemble à ça.
ça c'est tout le temps faux, ou ça faut obligatoirement que ce soit vrai pour que ma requête renvoie vrai. Donc là, je vais checker, ça va être converti en nom de la base de données, et je regarde si le premier terme, le premier caractère de ceci, c'est bien un A ou pas. Je vais, donc je copie, je l'exécute, ça me renvoie faux. On avait vu que si c'était vrai, c'est censé me renvoyer vrai. Donc là, on sait que, en tout cas, le premier terme de la base de données, c'est pas un A. On refait la même avec un B. Toujours faux. On refait la même avec un C. Toujours faux. On refait la même avec un D. Ça me renvoie vrai. Ça me renvoie vrai, ça veut dire que la base de données commence bien par un D. Et là, vous voyez que juste avec des booléens, vrai, faux, on commence à réussir à énumérer des choses dans la base de données alors qu'on n'a aucune sortie. Là, il n'y a pas le nom, il n'y a jamais le nom de la base de données ou n'importe quelle chaîne de caractères qui ressort. C'est uniquement du booléen. Et malgré ça, on arrive à énumérer. Donc on a vu que, on garde en tête, hop, là je vais me noter le petit d, on a vu que le premier terme c'était bien un d. Du coup ici on va incrémenter de 1, on passe à 2, et on recommence depuis le début. Est-ce que le deuxième terme de la base de données, le deuxième caractère du nom de la base de données, c'est un A? Non, faux. Est-ce que c'est un B? Ainsi de suite, faux. Bon, on va pas laisser le suspense, je sais que c'est des VWA, donc on va essayer avec un V. Il me renvoie vrai. Donc là, on sait que c'est un V. On va mettre un V. Ok. Ensuite, nom de la base de données, on recommence, on réincrémente de 1. Est-ce que c'est toujours un V? Non. Est-ce que c'est par exemple un W? Entrée? Oui. Je sais que c'est un W, je mets un W, on recommence, quatrième terme, on incrémente de 1, on reprend de A dès le début. Est-ce que la dernière en tout cas le quatrième c'est un A? Ça me renvoie vrai? Oui. Je sais que c'est des W, mais là on n'est pas sûr que c'est encore terminé. Du coup on continue, on incrémente. 5. Est-ce que le 5 c'est un A? Non. Est-ce que le 5 c'est un B? Ainsi de suite, on va faire comme ça tous les caractères. Donc on va faire tout l'alphabet jusqu'à arriver, après on va prendre les chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va arriver à 9. On va voir que c'est tout le temps faux. Il n'y a eu aucun vrai depuis le début. Donc ça veut dire que derrière, si on part du principe qu'il n'y a que des caractères alphanumériques, donc alphabet et des chiffres, on part du principe qu'on arrive à la fin et que notre nom de base de données, c'est DVWA. Alors là, on a eu de la chance, il n'y en avait que 4, et c'était assez rapide, il n'y avait pas grand-chose. Vous vous rendez compte que, et là on a énuméré que le nom de la base de données. Vous vous rendez compte que si jamais on veut énumérer donc, le nom de la database, ce qu'on vient de faire, le nom de toutes les tables, le nom de toutes les colonnes de toutes les tables, et dumper le contenu de toutes les colonnes, de toutes les tables, même de toutes les bases de données qui sont présentes, c'est impossible de le faire à la main. Ça prendrait des jours, des mois, des semaines. C'est juste pas possible. C'est pour ça que on va programmer un petit script en bash qui va faire tout ça pour nous. Donc on va reprendre les mêmes informations et on aura juste à lancer le script et il va détecter automatiquement pour nous, juste en le lançant, le nom de la base de données qui est utilisée derrière. Alors on va le faire, je vous spoil un peu, on va faire déjà pour la base de données, c'est ce qu'on vient de faire. On va faire également pour le nom des tables, pour récupérer toutes les tables de cette base de données. Les colonnes, donc on va récupérer toutes les colonnes, en tout cas de la table qui nous intéresse, parce que sinon ça va prendre trop de temps, et surtout que le script peut être beaucoup trop long. Et ensuite, on va dump tous les utilisateurs de la table qu'on aura définie, et on va dump en tout cas le mot de passe de l'utilisateur qui va nous intéresser. Donc, grâce au petit script qu'on va faire, vous aurez, à la fin, on aura réussi en tout cas à dump le mot de passe de l'administrateur sans jamais l'avoir affiché ici. Donc, on retourne ici. Hop. Bon, là, je vous spoil un peu. Ça, c'est le script final. Je vais même quitter ça, en fait, parce que j'en ai plus besoin. Hop. Donc, on va, avec Sublime Text, en tout cas, alors vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte, ça n'a aucune importance. On va l'appeler blindsql.sh. Hop. Close without saving. Je vais même... Hop. Je vais même quitter ça. Je vais l'appeler en fait blindlow plutôt. Blindlow, ça dégage. Close without saving. Donc,
Ici, on va faire un petit script bash. Donc, on va mettre le shebang de bash. Alors, je vais peut-être zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Ok, ça devrait être bon. Ok. Donc, quelles informations il va nous falloir? Déjà, on veut faire en sorte de tester tous les caractères alphanumériques. Donc pour ce faire, on va créer une nouvelle variable, on va appeler charset, et qui va valoir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, X, Y, Z. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors limite, je crois qu'on aurait pu utiliser aussi une regex directement par rapport à en bash. Mais bon, au moins là, c'est visuel, on sait ce qu'on va tester. Donc tout l'alphabet et ensuite tous les chiffres de 0 à 9. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir aussi les cookies. Pourquoi les cookies? Parce que ici, on est connecté avec un compte utilisateur. Donc là, en l'occurrence, c'est le compte admin. Mais pour taper dessus, si on n'est pas connecté, on ne va pas réussir à accéder à cette page. Donc pour soumettre une requête, on doit être connecté. Donc on va récupérer les différents cookies. Donc security qui vaut low et PHP SESSID qui vaut ceci. Donc ça également, on va le copier. Donc on va créer une nouvelle variable qui s'appelle cookie et qui va contenir donc security égale low, le premier cookie, point virgule, PHP SESSID qui vaut ceci. Ok, donc là maintenant on a nos cookies. Qu'est-ce qu'on veut également? On veut l'URL sur laquelle on va taper. L'URL, c'est celle-ci, donc on va également la récupérer. On va la stocker dans une variable qu'on va appeler URL, c'est également une chaîne de caractères, et on met la suivante. Alors vous, effectivement, le PHP SESSID, normalement il sera différent, et l'URL, en fonction de votre adresse IP, ce sera aussi différent. Ok, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on veut? Il nous reste encore quelque chose. Il faut qu'on définisse quand est-ce qu'une requête est bonne et quand est-ce qu'une requête n'est pas bonne. Là, la requête n'est pas bonne. Nous, on veut faire en sorte d'afficher, enfin, de check dans le code source lorsqu'une requête est bonne pour savoir si c'est correct ou pas. Du coup, on va utiliser un user ID qui existe vraiment et on va récupérer la chaîne de caractères qui correspond à une variable, enfin, à une requête qui a été successful. Donc on va l'appeler par exemple success message, qui est un message de succès qui nous dit que la requête est bien valide. User ID exists in the database, donc c'est exactement ce que j'ai récupéré ici. Et ensuite on a, pour l'instant en tout cas, à peu près tout. Alors on peut créer aussi une autre variable que je vais appeler par exemple database name, au début qui est vide, mais à la fin qui va contenir en fait l'intégralité, le nom de la base de données courante qu'on aura énumérée. Donc, pour faire quelque chose de propre, en Bash, on va utiliser différents, comment on peut appeler ça, différentes fonctions. Donc, on va créer la première fonction déjà, qu'on va appeler par exemple getDatabaseName, qui va nous servir à récupérer la base de données. Donc, on peut faire un petit écho au début pour que ce soit joli. getDatabaseName pour savoir où on en est dans le code. Et ici, donc, si on se rappelle bien de notre fameuse requête, qu'est-ce qu'on avait besoin de faire? On avait besoin, ici, d'avoir une chaîne de caractères. Donc nous, on avait récupéré hors substring, comme ça. Donc, on va quand même se récupérer ceci. On va se le mettre ici en commentaire pour avoir un peu la tête de ce qu'il faut qu'on recherche. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on énumère? Il faut qu'on boucle sur ce terme-là. Donc, il faut l'incrémenter à chaque fois en partant de 1. Et il faut également incrémenter ceci en fonction du charset. Donc, on va commencer par la boucle principale, la boucle extérieure, celle qui va être incrémentée. Donc, celle qu'on va faire le moins souvent. Alors, non, on va peut-être faire l'inverse pour que ce soit plus simple. On va d'abord chercher à réussir à incrémenter ça pour faire en sorte de tester d'abord le A, ensuite d'abord le B, ensuite d'abord le C, ainsi de suite. Donc, pour ce faire, on va faire une boucle while. On va nous sortir notre petit while. Donc, while read-n1. On va lire chaque terme un par un et on va tout stocker dans une variable qu'on appelle char pour caractère. Le do, le done.
Et ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte de passer à notre boucle le contenu de notre charset. Donc ici, qu'est-ce que ça va faire? En fait, on va lire ici charset echo-n charset. Ça veut dire que on va récupérer le contenu de charset qui est égal à tout ça. Et un par un, on va passer à la boucle while, caractère par caractère, et on va tout stocker dans char. En théorie, là, si je fais un echo de $char, hop, dollar, ça marchera mieux, je suis censé, enfin, c'est censé m'afficher ligne par ligne. D'abord le A, d'abord ensuite le B, le C, le D, ainsi de suite jusqu'au 9. On peut essayer, je sauvegarde, je fais un siège mode plus X de blind.low pour le rendre exécutable, et je l'exécute. Alors, effectivement, pourquoi? Parce que je n'ai pas appelé ma fonction, donc si je n'appelle pas ma fonction, elle ne va pas s'exécuter. Je relance, et on peut voir que, ligne par ligne, get database name, le A, le B, le C, le D, ainsi de suite. Ok. Maintenant, à quoi pourrait ressembler notre requête? Pour ce faire, on va utiliser curl. Curl, ça permet de nous faire différentes requêtes au niveau de Linux, de Bash. Plus généralement, on peut même l'utiliser en PHP, on peut l'utiliser un petit peu partout. C'est un outil vraiment très pratique. Donc on va faire un curl, on va lui passer les cookies pour qu'il puisse se connecter. Les cookies, on a de la chance, on les a déjà sauvegardés dans une base de données. Enfin, de n'importe quoi, dans une variable. Donc, on va passer via curl les cookies qu'on a dans la variable. Donc ça va lui passer tout ceci. C'est exactement la même chose que si on avait fait ça. Sauf que comme on va avoir plusieurs fonctions avec à chaque fois un curl qui envoie des cookies, c'est pour gagner de l'espace. On stocke tout dans une variable. De toute façon, les cookies ne changeront jamais. En tout cas, pour à chaque fois qu'on exécutera le script, sauf si on se déconnecte, effectivement, là, on aura un PHP SSID qui va être supprimé, qui va être changé. Dans ce cas-là, il va falloir update notre variable cookie, mais pour l'instant, ça nous suffit. Et ensuite, on va faire la requête sur notre URL. Et derrière, on va passer, donc notre URL qui correspond à ceci. Et derrière, on va passer quelque chose comme ça. Hop. Sauf que ici, on va remplacer ID normalement par quelque chose, par une requête. La requête, c'est ça. Donc en fait, on va remplacer ID par ceci. Donc, si je balance ça là-dedans, ok, c'est censé envoyer ça. On peut tester. On va aussi remplacer du coup le A par un $char. Je sauvegarde et on va voir la tête de notre requête. Alors normalement ça va pas être très beau. Voilà. Bad using bad illegal format au missing URL. Donc là ça fait bien la boucle, mais pourquoi il est déçu? Parce que ici le problème c'est que curl, en fait là on lui envoie des choses qu'il n'aime pas trop, on lui envoie des dollars, on casse un petit peu les paramètres, les trucs, les bidules, il n'est pas très content. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va devoir encoder tout ça. Donc on va sur des sites comme par exemple URL Encode et des codes online, et on va lui passer des éléments qu'on va encoder. Donc en fait, on récupère notre ligne ici, agree, on va l'encoder via URL, encode, et on se retrouve avec quelque chose comme ça. C'est moche, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, une fois qu'on a ça, on va modifier tout ce qu'il y a derrière notre ID jusqu'avant ceci, et on va coller. Donc, maintenant, on va quand même remplacer. Donc, lui, le A qu'on veut tester, c'est le $char. Et là, en théorie, bon, ça va pas fonctionner, mais en tout cas, on n'aura plus d'erreur. Je sauvegarde, en théorie, hein, je crois. On lance. Et là, on peut voir que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que alors, si je dézoome un petit peu, ne vous inquiétez pas, je rezoome après. Ici, on peut voir que c'est le résultat de la page. Donc, ça veut dire que notre curl a bien été fait, sauf qu'ici, le problème, c'est qu'en fait, ça nous renvoie à chaque fois le contenu entier de la page. Moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie juste de récupérer uniquement si ma requête a échoué ou pas. Pour ce faire, très simple, on va remodifier de nouveau notre script et on va utiliser du grep. Pourquoi grep? Parce qu'en fait, ça va nous permettre de matcher uniquement sur une certaine façon. Enfin, uniquement sur le retour de la commande. Alors, pour que ce soit plus simple, je pourrais rajouter un grep derrière en pipe, mais ça va commencer
la ligne va commencer à être vraiment très longue. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais juste stocker la réponse de mon curl dans une variable. Je vais l'appeler par exemple response égale, hop, et je stocke le résultat de curl dans ma variable response. Hop. Donc ici, normalement, si hop, j'enregistre, je relance, et ici, cette fois-ci, on peut voir que je n'ai plus le résultat de la page, le code source de la page comme j'avais avant, mais j'ai encore des trucs bizarres, des statistiques par rapport à curl. Alors pour enlever ça, on va rajouter une option "-s" pour silent, pour faire en sorte qu'on ait plus ces informations-là. Je relance, et cette fois-ci, il ne se passe plus rien. C'est ce que je voulais. J'ai plus d'informations inutiles, mais attention, j'ai pas perdu l'information. L'information est stockée dans réponse. Si en dessous, je refais un echo de $response, oula, réponse, si je fais ça, je vais de nouveau avoir le code source parce que c'est stocké dedans, et là, je décide de l'afficher. Hop, ça refait exactement la même chose. Ok. Maintenant que c'est stocké dans response, je vais pouvoir appliquer d'autres choses dessus. Donc, on avait vu que moi, je vais utiliser le grep. Donc, je fais un echo de mon response et je pipe ça à mon grep, -i pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de casse au niveau de la chaîne de caractères, donc minuscule, majuscule, on s'en fout. Et je veux récupérer uniquement si l'utilisateur existe. Ça tombe bien, j'avais créé une variable juste avant. Donc, je vais récupérer success message, je veux matcher dessus, et ensuite, on va voir ce qui se passe. Là, on a un user exist in the database. Ok? Donc là, on a un seul entrée. Le problème, c'est qu'ici, on ne sait pas. Donc on se rappelle que là, la requête, qu'est-ce que ça fait pour l'instant, en tout cas? Là, j'ai une fonction qui s'appelle getDatabaseName, que j'appelle juste après. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va boucler sur mon charset, donc sur le A, ensuite le B, le C, machin, pour l'instant, uniquement le premier terme. Il n'y a que ça qui change pour l'instant. Donc ici, on peut voir que sur tout ça, on a eu un seul match, vu qu'on a retourné ceci. Mais on ne sait pas quel, en tout cas pour le moment, on ne sait pas quel caractère correspond a été validé. Pour ce faire, on va pouvoir faire en sorte de récupérer justement ce fameux caractère. Alors ici, on va un petit peu modifier également notre requête parce que nous, on nous renvoie pré-user, enfin, on nous renvoie le code source parce qu'on a fait un grep dessus, donc forcément, ça nous renvoie uniquement la ligne du code source qui correspond. Mais nous, on s'en fout de cette ligne, on s'en fout de l'afficher en tout cas. On veut juste savoir si on l'a bien trouvé ou pas. Donc, comme on s'en fout de l'afficher, on va redirect la sortie vers, vers le dev nul. Pourquoi ça me fait ça? Attendez. Je vais l'écrire comme ça. On retourne vers dev nul. Donc là, normalement, il ne se passe plus rien. Hop, en tout cas, il n'affiche plus rien. Mais on va rajouter une condition après. On va rajouter donc if donc then fi. Voilà. Donc ça, c'est notre structure de if. Et dedans, qu'est-ce qu'on va checker? Est-ce que la dernière commande qui a été exécutée, le code de retour de la dernière commande exécutée est égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça pourrait paraître un petit peu bizarre. En fait, le $, ça retourne le code de réponse de la dernière commande qui a été exécutée. La dernière commande qui a été exécutée, c'est tout ça. Qui veut dire, est-ce que, lorsque tu as exécuté cette commande, le code de retour de cette commande était 0? Si oui, ça veut dire que la commande s'est parfaitement terminée. Enfin, en tout cas, le code de retour est bon, la commande s'est bien terminée. Sinon, le code de retour n'est pas bon. Comment je sais que ça doit être égal à 0? Ben, on peut faire des tests. Si je fais echo auto, et que dedans, je grep, par exemple, test, que j'envoie tout ça vers dev nul. Donc là, en fait, cette commande-là, c'est... Alors, on va mettre grep i pour être vraiment identique. En gros, ce que je teste là, c'est exactement la même qu'ici.
Sauf que là, en réponse, j'ai pas Toto, mais j'ai le contenu global, enfin du code source HTML. Et ici, au lieu d'avoir test, normalement, j'ai mon message de succès qui est user ID existe in the database. Donc, j'envoie ça. Et là, je vais faire exactement la même commande que ça. Je vais faire un echo de $. Vous voyez, c'est le code de retour de cette commande est 1. Pourquoi c'est 1? Parce que test n'a pas été trouvé dans Toto. Si je refais la même, mais que cette fois-ci, je cherche, par exemple, hot, si je fais un echo $, j'ai un 0. Parce que OT a été trouvé dans la chaîne de caractères Toto. Il se situe ici. Donc vous voyez que ça permet de savoir le code de retour de la dernière commande exécutée. Et si c'est 0, c'est que en fait ce qu'on cherche a bien été trouvé dedans. Si c'est pas 0, donc tout n'importe quoi, soit la commande a échoué, soit ça n'a pas été trouvé, soit il y a X raisons pour ne pas que ça fonctionne. Mais vous voyez qu'ici, test n'est pas compris dans Toto, n'existe pas dans la variable Toto, enfin dans la chaîne de caractères Toto, donc ça renvoie 1. Et c'est exactement ce qu'on check ici. Si on a bien le message de succès dans notre code HTML, donc ça on teste ça, si c'est bien le cas, alors on va rentrer dans la boucle et on va récupérer dans notre variable database name, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer déjà son résultat passé, donc database name. Normalement au début il est vide, donc on s'en fout, et on va concaténer le caractère actuel qui a matché cette correspondance. Et ensuite, si on veut, on peut l'afficher. Donc par exemple, echo database name, des points, et on affiche le contenu de database name. Et on peut même, alors là on va pas le faire tout de suite, mais on verra après. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, jusqu'à maintenant, on fait une requête. Donc classique, on va louper, enfin on va parcourir chaque terme de notre charset, chaque caractère. Donc le A, le B, le C, le D, ainsi de suite. Est-ce que le A correspond au premier terme du nom de notre database? Oui, non. Si c'est pas le cas, donc en faisant le grep de notre success message, ça va retourner faux. Parce que si le A n'est pas le premier caractère, ça va retourner user is missing. Et nous, on grep sur user ID exist. Donc si c'est pas bon, ça va pas être valide, la condition ne va pas être bonne, donc on rentre pas dedans, donc on continue. Ensuite, on retourne au prochain while, enfin prochaine itération de while, on est sur un B. Est-ce que le B est valide? Oui, non, ainsi de suite. Là, on arrive au D. Est-ce que le D est valide? Donc, pour savoir si le D est valide, on se rappelle qu'on a testé d'envoyer notre D dans la requête, qui est en fait celle-ci, et là, on l'a remplacé par D comme ça. Donc, est-ce que toute cette requête-là est vraie? Ça devrait nous renvoyer oui, parce que la première lettre, c'est bien le D de notre nom de database. Et du coup, on va avoir ce message de validation dans notre HTML, dans notre code source. Donc ici, quand on va faire un grep de notre message de succès, ça va être valide, ça va bien nous renvoyer 0 parce que le code de retour du grep, ça va être bon puisqu'on l'a trouvé dans le code source. Du coup, on va rentrer là-dedans. On va dire que le nom de notre base de données, c'est le nom qu'on avait avant. Donc là, pour l'instant, c'était vide. Et on va y concaténer le caractère actuel qui est un D. Et ensuite, on va afficher le nom de la base de données. Ok. Donc là, c'est la toute première étape. Mais le problème, c'est que si on lance comme ça, on va trouver que la première lettre, on se souvient. Parce que là, après, il faut incrémenter ça. Et du coup, comment faire pour incrémenter? Eh bien, on a juste à rajouter une immense boucle tout autour de notre while pour, à chaque fois qu'on fait tout ceci, si on l'a trouvé, eh ben, on passe au caractère suivant. Donc, on fait le numéro 1, on fait A, B, C, D, machin jusqu'à 9, ok, on l'a trouvé. Ensuite, on passe au deuxième. Donc, le premier, on l'a stocké dans notre database name. On passe à la deuxième itération. Est-ce que le deuxième caractère, c'est A, B, C, D, et ainsi de suite? On l'a trouvé, ok, on le stocke dans notre database name en plus du caractère qu'on avait avant, donc on ne perd rien. On concatène en fait. Ainsi de suite, 3, 4, ainsi de suite, comme ça, on va augmenter. Donc,
qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va rajouter un for i in sec. Alors là, on pourrait mettre, on peut mettre quelque chose d'assez grand, 32, si on n'est pas sûr de combien de caractères notre base de données fait. Moi, je vais laisser à 5 parce que je sais que c'est des VWA, mais au début, pour faire des tests, vous pouvez mettre 32, 64, ainsi de suite. On pourrait également faire en sorte de, avant de commencer à brute forcer, calculer la taille de notre chaîne de caractères avec une autre requête que celle-ci, pour voir quelle est la taille de notre chaîne de caractères, pour ensuite le stocker dans une variable et l'utiliser ici au lieu de mettre quelque chose de statique, pour le réutiliser sur d'autres bases de données et ce genre de choses. Bon, ici, on va rester quand même assez simple, parce que c'est pas non plus ultra compréhensible tout le code, enfin, j'imagine pour ceux qui débutent. Du coup, on va rester assez simple, on va mettre une grosse boucle, ça, on va hop, le mettre ici, le done, et on a du coup notre i. Ici, si on modifie, donc on a notre a machin bidule, nous, là pour l'instant, on a le $char qui va être remplacé par chacun de nos termes. Il est pris ici, qui est une boucle while qui prend en entrée le char7, donc tout ça. Ok. Mais maintenant, on a notre variable qui s'appelle i, qu'on va devoir mettre quelque part dans l'URL. En fait, elle va être remplacée ici, $i, parce que ça va être incrémenté. Ça veut dire qu'à la toute première boucle, donc on rentre dedans, sec de 5, qu'est-ce que ça fait? On peut tester directement ici dans notre terminal. Sec 5, en fait, ça va générer des entiers allant de 1 à 5. Donc ça va commencer à 1, 2, 3, 4, 5. Ok. J'aurais pu faire 5, enfin sec de 1 à 5, ça revenait exactement la même. On peut également faire par exemple sec de 0 à 5, où là ça va partir de 0, aller jusqu'à 5, ainsi de suite. Mais en fait, nous, on va rester là-dessus parce que on veut tester d'abord ça est égal à 1, puis incrémenter 2, 3, 4, ainsi de suite. Je rappelle, j'ai mis 5 parce que je sais que c'est DVWA qui fait que 4, mais j'aurais pu mettre 16, 32, 64, ainsi de suite, peu importe. Ça aurait été juste plus long, mais pour les tests, je vais rester à 5. Et maintenant, notre i, comme on l'a modifié ici, on sait qu'on veut le mettre là, il faut également le modifier là-dedans. Donc c'est encodé, c'est pas très lisible, mais ça se situe ici. Donc là, on va mettre notre $i. Et du coup, maintenant, si on lance, on va voir un peu à quoi ça correspond. Donc, j'exécute mon script qui va lancer ma fonction. Et vous voyez ici, database name, on a bien récupéré des VWA. Alors, si on veut que ce soit un peu plus lisible, on pourrait faire ici echo, par exemple, index de $i, pour voir les itérations de boucle. Donc, je relance des index 2, index 3, index 4. Donc, si on passe vraiment en détail, là, on a fait un script qui nous permettait d'énumérer de manière dynamique une base de données. Donc là, on a réussi à récupérer le nom, on rappelle, uniquement en faisant en sorte de nous renvoyer un vrai ou un faux, en nous renvoyant un booléen. Donc, on avait tout ça qui a été setup, et en fait, on a envoyé cette requête-là en augmentant, enfin, en parcourant notre char7 qui faisait ABCD machin jusqu'à 9, et en incrémentant d'abord en cherchant le tout premier caractère de la base de données, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est un A, un B, un C, machin, ainsi de suite? Une fois qu'on l'a trouvé, on le stocke dans la variable et on l'affiche. Donc ici, on a vu que c'était un D, on le stocke dans la variable, on est à la première boucle. Ok. Ensuite, on passe à la deuxième boucle, index 2. Donc on va tester le deuxième caractère. On refait A, B, C, D, ainsi de suite. On voit que c'est un V. Ok. On repasse ensuite, ainsi de suite. Pour que ce soit plus lisible, on pourrait faire également, donc là on pourrait enlever ça, on pourrait faire par exemple un echo current loop number $i, et on pourrait faire un autre echo par exemple echo testing the character, et derrière on met le char. Et on pourrait mettre par exemple là dans le if echo character found for the
current, par exemple, position. On met le $char et ensuite voilà. Donc là, c'est pour que ce soit quelque chose de beaucoup plus lisible et après on peut remettre un petit écho derrière uniquement pour que ce soit plus joli. Et là, si on réexécute, bon, ce sera de manière plus jolie pour que vous compreniez peut-être un peu mieux. Vous voyez là, il se passe plein de trucs. Et si on remonte tout en haut, voilà, donc, current loop number, on est à 1. Il va tester le caractère A, le caractère B, le caractère C, le caractère D. Le D, il a trouvé que, apparemment, c'est le caractère qui correspond à cet endroit-là, à cette position-là. Cette position, c'est le 1. Pourquoi? Parce que on avait vu que dans le code source, on avait un user ID exist qui signifie que c'est bien le D à la première position. Donc là, alors on pourrait faire en sorte d'optimiser un petit peu, ce qui fait que une fois qu'on a terminé ceci, on passe à la boucle suivante sans faire le reste. Bon, je suis resté comme ça. Une fois qu'il arrive au tout dernier, donc à la fin de celui-là, il revient ici. Il passe, donc c'est incrémenté, I est incrémenté de 1, on passe à la boucle numéro 2. Paf. Et on reprend A, B, C, D, ainsi de suite, jusqu'à arriver au V. Le V, on voit que il est valide parce que dans notre grep, on a vu que user ID était bien dans le code source. Donc, on le garde en paramètre. Ensuite, on arrive jusqu'au 9, à la fin, on passe à l'itération 3. Donc on va regarder le troisième caractère. On refait A, B, C, D, machin, ainsi de suite. On voit que c'est bien W parce que dans le code source, on a un user ID qui existe. Du coup, on le stocke dans notre variable, on l'incrémente, on le concatène, ainsi de suite, et on arrive ici à DVWA. Ici encore, là ça sert à rien, le 4 et le 5 ne servent à rien, mais j'aurais pu très bien faire en sorte juste de break à ce moment-là. Ça nous aurait évité un peu de... Enfin, on aurait gagné un petit peu de temps, mais voilà. Donc, petit exemple pour vous montrer comment ça fonctionnait par rapport à ça. Mais là, en fait, ici, on a fait uniquement... Alors, je vais supprimer parce que ça prend un peu de place et c'est pas très utile. Ici, on vient de faire pour énumérer le nom de la base de données. Mais nous, on se souvient, on veut récupérer... Alors ça, je vais le mettre plus là-dedans, voilà. Mais moi, ce que je veux, ça, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Ça va me servir pour plus tard, mais ce que je veux surtout, c'est le mot de passe de l'utilisateur. D'un utilisateur en particulier, d'admin. Comment je vais faire ça? Eh ben, en fait, on va refaire exactement la même. Mais en modifiant un petit peu à chaque fois les payloads pour plus faire un substring de database, mais faire un substring, par exemple, de la table. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va... Alors, je vais dézoomer un petit peu, sinon ça va être illisible pour moi. Donc, j'ai database name, là, à la fin, normalement, database name, si j'affiche, je vais relancer, echo, final de database name, normalement, dans ma variable, j'ai le nom de la base de données courante qui est lancée derrière le site. C'est un énumère, final database name, DVWA. Ok. Donc là, c'est stocké là-dedans. On est bon. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais faire une autre fonction qui va énumérer toutes les tables de cette base de données-là. Et bien en fait, on va refaire à peu près la même chose. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Alors, pour énumérer une table en particulier, on va utiliser la chose suivante. Alors, je vais d'abord recréer, je vais faire un gros copier-coller, bien dégueu. Alors là, je fais un truc un peu sale, je fais des gros copier-coller. On pourrait faire en sorte de créer une fonction un peu plus générique qui prendrait des paramètres, par exemple la requête, ce genre de choses, ou le payload, qui ferait en sorte d'éviter d'avoir trop de fonctions. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne, donc c'est pas très grave. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier la chaîne de caractères qu'on veut check, et on va mettre derrière, hop, par exemple, ceci. Hop. Donc là, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais faire un select de table name from information schema tables, where table schema est égal à le nom de ma base de données. Alors ça, je ne le sors pas de nulle part. Si vous allez voir dans les cheat sheets MySQL, donc soit de WASP, soit de Payload All the Things, soit plein de trucs, enfin de plein de ressources différentes, en fait, ça c'est une table système qui va contenir le nom de toutes les tables.
Et en fait, on va refaire exactement la même chose. On va sélectionner la table, et ensuite on va dire, est-ce que la table, le premier champ de la table, correspond à un A, correspond à un B, correspond à un C, et ainsi de suite. Alors, exactement pareil, pas tout à fait. Donc on va garder le or substring, voilà. Sauf qu'ici, on va rajouter une autre petite option, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire ça. Pourquoi? Parce que ici, dans notre première fonction, database, ça nous ressortait une seule ligne. Et après, sur la ligne, on pouvait énumérer les caractères par caractère. Le problème, c'est qu'ici, select table name, machin, where table bidule, ça va nous retourner plus qu'une ligne. Nous, on va pas pouvoir, si ça nous retourne deux lignes, ça va pas fonctionner, ça va nous retourner une erreur. Du coup, on va rajouter une petite fonction qui s'appelle limit, qui va en fait nous limiter au niveau de la table. Donc 0, 1, hop, comme ceci. Normalement, je vérifie. Donc là, vous voyez que ça commence un petit peu à se complexifier, mais une fois qu'on a le payload, c'est à peu près le même principe. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va récupérer, donc select table name, on va récupérer le nom de la table à partir de toutes les tables pour notre base de données actuelle. Et on va limiter le résultat en partant de la table numéro 0 en allant à la 1. Donc là, en fait, on va récupérer la première table. Et pour cette première table, on va énumérer comme avant. Est-ce que le premier champ de cette première table, enfin, le premier caractère de cette première table, c'est un A? Oui, non. Est-ce que le premier caractère de cette première table, c'est un B? Oui, non. Si c'est le cas, un B, on passe au deuxième. Est-ce que le deuxième caractère de cette première table, ainsi de suite? Et en fait, une fois qu'on a énuméré tout ça et qu'on a la première table, pour passer à la deuxième table, on va incrémenter ces deux-là. Donc ça, c'est la première table. La deuxième table, on va faire plus 1 là, plus 1 là. Et on va reprendre à chaque fois. Donc là, vous voyez, ça rajoute une petite difficulté supplémentaire, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste encore une autre boucle externe qu'on va rajouter, on va rajouter une boucle qui va envelopper ce qu'on a déjà, pour faire en sorte ici de faire notre limite. Donc, on a ça de base, ok? On a toujours, alors là, le i, ça va correspondre au nom de table, au nom des différentes tables. On va augmenter un petit peu parce que les tables, souvent, c'est un peu plus que 5 caractères, donc voilà. Et donc là, on va modifier, c'est plus get database name, c'est par exemple get tables name, parce que je vais en avoir plusieurs. Donc là, get tables name. Je vais l'appeler aussi. Ok. Qu'est-ce que je vais vouloir stocker? Je vais vouloir stocker le nom de ma table, donc table name, un peu comme le database name, mais là c'est pour ma table, au début qui est vide. Et qu'est-ce que j'aimerais stocker? J'aimerais stocker aussi également un tableau qui va correspondre à toutes mes tables, parce que je vais en avoir plusieurs, donc il faut bien les stocker dans un tableau. Donc je vais créer tables name avec un S, qui va valoir en fait au début un tableau vide. Ok. Maintenant qu'on a ça, get tables name, donc là on sait qu'on a toujours notre boucle, donc le i, ici ça va toujours valoir le i là, notre caractère, le 1, ça on est bon, ok, et cette fois-ci, il va falloir rajouter ceci, donc le 0 et le 1, on va un petit peu le modifier, on va recréer du coup une autre boucle qui va englober tout ça, tout ce qu'on a là. Donc par exemple, for, je l'appelle au hasard, par exemple, table ID, in, séquence, donc le fameux sec qu'on avait fait juste avant. Sauf que ici, notre sec, on va aller, par exemple, on est obligé de spécifier 0, parce qu'ici, on est obligé de commencer à 0, et si on spécifie qu'un nombre, ça va commencer à 1. Donc on est obligé de dire qu'on va commencer à 0, et on va, par exemple, au 3. Donc là, c'est lister le nombre de tables. Donc moi, je sais qu'il n'y a pas plus de 3 tables, donc je laisse à 3, mais encore une fois, vous pouvez mettre 16, 32, ainsi de suite, en fonction du nombre de tables que vous pensez avoir. Au début, c'est bien de mettre haut, et ensuite on diminue si jamais on sait pas combien, enfin, si jamais on a moins de tables que nécessaire. Encore une fois, là, je vous montre la méthode, on va dire, statique, mais vous pouvez très bien, avant de faire ça, faire une autre fonction qui va compter le nombre de tables. En fait, là, au lieu de faire un select table machin,
on va faire un count, select count table de tout ça. Et ensuite, dans le résultat de ce count, on le stocke dans une variable et on va la réutiliser ici pour que ce soit dynamique. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça va vraiment beaucoup complexifier la chose, surtout que c'est vraiment pas très simple au début. Donc on a ceci, notre boucle for, d'où ça, hop, on va l'augmenter, on va le tabuler, je sais pas comment on appelle ça, rajouter une tabulation et on la ferme. Ok. Donc là maintenant table ID, en fait ça va valoir ici table ID, $table ID, qu'on va remplacer ici. Le problème c'est qu'ici il faut que ce soit aussi dynamique par rapport à ça. Donc on va recréer encore une autre fonction. Alors il y a plein de façons de faire. Les requêtes elles peuvent être totalement différentes de ça. Je vous montre en tout cas ma solution. Une fois qu'on a ça, par exemple, on va créer une nouvelle variable qui s'appelle dynamic ID et en fait qui va valoir ce qu'on avait juste avant, donc table ID plus 1. Ce qui fait que en fait dynamic ID ce sera ici, hop, et ça va toujours valoir 1 de plus que ça. Donc quand ça va valoir 0, ça va valoir, alors ID, comment je l'écris? Je crois que je me suis planté, ID, ouais, il fallait un grand I, hop. Donc ici, dynamic ID, donc quand ça va valoir 0, ça va valoir 1, quand ça va valoir 1, ça va valoir 2, quand ça va valoir 2, ça va valoir 3, et ainsi de suite. C'est pour sélectionner uniquement une seule table au fur et à mesure, et après on incrémente de 1 pour sélectionner. Donc au début, ça va sélectionner limite 0, 1 pour la première table, ensuite limite 1, 2 pour la deuxième table, limite 2, 3 pour la troisième table, ainsi de suite. Donc, ceci avec le limite, ça va sélectionner la table, et derrière, pour chaque table, on va regarder caractère par caractère, est-ce que c'est le bon. Ça m'a l'air d'être pas trop mal ici. Alors, on va devoir modifier ici, parce que ici, c'est pas database name qu'on veut récupérer, mais c'est table name. Donc, on va récupérer table name, on va modifier toutes les variables. Ici, hop, ok. Table name, donc là, c'est la table actuelle. Et on aimerait aussi stocker dans notre tableau qu'on vient de créer juste ici, on aimerait stocker le contenu à chaque fois de toutes les tables. Donc, une fois qu'on a récupéré l'ensemble de la table et qu'on a fini cette boucle, voilà, avant de passer à la prochaine boucle, enfin à la prochaine table, on va dire que en fait le nom de la table, on va concaténer dedans la valeur de notre table name, donc ceci. Non, hop, juste avant, voilà. Donc là en fait on va rajouter dans notre tableau le nom de la table qu'on a récupéré juste avant et on remet à 0 le contenu de notre table, parce que sinon ça va concaténer à l'infini, et on veut qu'à chaque fois notre table soit vidée pour recommencer à 0 pour pouvoir reconcaténer avec le caractère. Donc, get table names, et à la fin, on peut afficher le contenu de notre tableau entier. Donc on va faire un echo de nos tables, et on va afficher le contenu de tables name avec un arrobase. Donc ça c'est juste pour dire, affiche-moi le contenu de ce tableau. Le tableau tables name, affiche-moi tous ses membres, la valeur de tous ses membres. Je le sauvegarde. Et donc là, si on reprend... Alors, ça va pas fonctionner parce qu'ici, il faut que je reprenne ça et que je l'encode en URL pour le remplacer ici. Alors, attendez, je vais déjà supprimer ici. Hop, 0, donc ça on supprime. Je recopie tout ça. Hop, et je vais l'encoder. Donc, on repart ici. J'encode. Ok, je copie ça. Je le récupère ici. Je le colle. Alors, il y a quelques trucs à modifier parce qu'ici, vous avez vu. Donc, c'est pas $24, c'est... Parce qu'en fait, là, même les dollars ont été encodés. $24... Enfin, le pourcentage 24, en fait, c'est $i. Le pourcentage 24 de char, en fait, c'est $char. On a le pourcentage 24 dynamic ID, en fait, c'est $dynamic ID. Table name, pareil.
$. Et je pense que tout est dynamique. Ah non, database name aussi. Database name qui va valoir DVWA. Et je crois qu'on est bon. Donc, ok. On termine du coup. Je vais reculer un petit peu parce que sinon ça va être vraiment illisible. Ok, donc on a une fonction, c'est à peu près la même qu'avant, juste qu'on a rajouté une grosse boucle pour utiliser la fonction de limite pour n'afficher qu'une table par une. Donc, on va lancer la fonction, on va voir si ça fonctionne comme ça. Donc, on a toujours notre dbwa au début qui va se faire. Ensuite, on a getTableName, donc on a bien users. Et ensuite, on a la deuxième table qui va être faite, qui va être guestBook. On va attendre un petit peu, que les boucles continuent de se faire et se terminent. Voilà, c'est pas optimisé. J'aurais pu faire en sorte qu'à uniquement, enfin, à partir du moment où la prochaine boucle, on ne trouve rien, ça quitte directement. Et à la fin, ça nous affiche les tables dans notre tableau qu'on a trouvé. On a trouvé deux tables qui sont users et guestbook. Encore une fois, si jamais vous ne savez pas trop comment ça fonctionne et pourquoi on a fait telle ou telle chose, n'hésitez pas. Normalement, je vous donnerai accès au code source. Alors, je ne sais pas si je ferai un GitHub ou si je mettrai dans un Pastebin ou quelque chose comme ça, pour que ce soit plus simple pour vous. Mais n'hésitez pas, dans les boucles, à chaque fois, dans les for, alors non, hop, de rajouter un echo. Par exemple, echo de la variable de dynamicID pour voir à quoi correspond la valeur de cette variable. En mettant des textes, par exemple, dynamic ID current value, ce genre de choses, pour essayer, entre guillemets, de débugger, pour voir quelle valeur à quelle, enfin, quelle variable à quelle valeur à tel moment donné, pour vous aider un petit peu à comprendre. Mais là, ici, en fait, pour récapituler, on a notre fonction getDatabaseName qui va énumérer de cette manière, on va appeler la fonction database qui va être convertie en nom de notre base de données qui tourne derrière. Substring pour récupérer caractère par caractère et checker par rapport à notre charset qu'on aura là. Donc ABC machin jusqu'à 9. Et on va regarder le premier caractère, puis le deuxième, puis le troisième, ainsi de suite. Et là, c'est exactement pareil, sauf que ici, comme on a plusieurs tables, on est obligé de faire une limite pour d'abord regarder la première table. Pour la première table, on regarde le premier caractère, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Ensuite, limite, on l'incrémente de 1, ça aussi, pour regarder la deuxième table. Pour la deuxième table, on regarde le premier caractère, le deuxième caractère, le troisième caractère, ainsi de suite. Pour la troisième table, ainsi de suite. La troisième table, on regarde tous les caractères. La quatrième table, on regarde tous les caractères, etc. Ça, c'est pour récupérer le nom des tables. Mais derrière nous, on veut récupérer également le nom de toutes les colonnes. Donc en fait, on va repartir de cette getTablesName pour récupérer les colonnes. Bon, là, on a fait le plus dur, ça va être vraiment que des copier-coller et modifier légèrement la chose, mais il y aura toujours normalement du limite. Ça ne changera pas. Donc, on va recréer d'autres variables. Donc là, on avait TableName. Donc on va créer column name qui va valoir exactement la même chose que ça. Et on va recréer aussi, ce qu'on veut récupérer dans un tableau, toutes nos colonnes. Donc colonne avec un S, name est égal à un tableau vide pour l'instant. Ok, on a ça. On va récupérer, hop, on va faire un gros copier bien dégoûtant notre getTablesName. Et à la suite, on va rajouter, donc maintenant c'est getColumnNames. Donc là, columns, je sais pas comment on dit, columns. Là, donc column ID. Donc là, on va partir de 0 jusqu'à... Alors, il y a potentiellement plus que 3 colonnes, donc on va aller jusqu'à 8 par exemple. Ça, on n'en a plus besoin. Parce que maintenant, c'est plus du tout dynamique. Ça, ce sera toujours 1. Pour les colonnes, c'est un petit peu différent au niveau du limite. Là, ce sera du coup colonne ID. Ça, on reste pareil. Là, ça changera, mais on verra ça après. Donc là, colonne ID, il est toujours bon. Séquence, donc les noms des colonnes, on va monter un petit peu plus. Toujours le même charset. Réponse, donc là, c'est plus table name, maintenant c'est colonne name. On va remplacer tous les table name par colonne name. Là, on va mettre un S. Là, c'est colonne name. Donc là, vous voyez, je fais des gros copier-coller. J'aurais pu faire en fait quelque chose de
beaucoup plus générique. Ok. Et là, je crois qu'on est à peu près bon. Alors, évidemment, il va falloir modifier cette requête. Hop, ainsi que celle du dessus. Donc maintenant, pour sélectionner les colonnes, c'est à peu près le même principe que là, mais on va plus faire un select table name, mais un select column name de information schema. C'est plus tables, c'est column. Ça, encore une fois, je l'invente pas, hein. Si vous cherchez, par exemple, MySQL, SQL injection, enumerate tables, file table name for SQL injection, vous allez trouver, voilà, sur du Pursuer et autres, vous allez trouver des informations. Là, par exemple, il nous dit table name, table schema, voilà, avec des exemples, c'est exactement ce que j'ai mis. Union select, table schema, table name, from information schema.table. Là, il y a du all tables. Voilà, donc il y a toujours des cheat sheets qui vont vous permettre de sélectionner ce genre de choses. C'est pas moi qui l'invente. Donc là, c'est plus where table schema est égal à machin, c'est where table name. Et là, on va sélectionner le nom de la table pour laquelle on veut énumérer les colonnes. Alors moi, je sais déjà que c'est la table users, parce qu'on avait vu que ici il y avait, hop, il y avait deux tables. Il y a users et guestbook. Donc je sais que c'est users. Donc pour que ça aille beaucoup plus vite, j'aurais pu faire en sorte de refaire derrière une autre boucle qui boucle sur toutes les tables qu'on avait trouvées avant, pour faire en sorte d'énumérer toutes les colonnes de toutes les tables qu'on avait trouvées avant. C'est possible, mais on va rester simple. Et là, je vais juste respécifier que, en fait, table name, c'est égal à users. Voilà. Donc là, je le remets en statique. Normalement, ça, vous n'êtes pas censé faire comme ça. Vous, ici, normalement, vous refaites une autre boucle qui va looper, enfin, qui va boucler sur tous les champs de l'arrêt tables name. Et pour ce champ-là, vous le remplacez avec votre variable ici, dans table name. Et normalement, vous énumérez toutes les colonnes à chaque fois. Mais là, c'est par principe de simplicité, on va dire, pour aller beaucoup plus vite. Je le mets en dur pour éviter que ça prenne beaucoup trop de temps. Donc là, c'est limite colonne ID et normalement table name. On reste à peu près sur la même chose. Donc la colonne ID, là, normalement, on est bon. Colonne name, colonne. Donc là, il faudra évidemment l'appeler derrière, get column name. Et on va pouvoir refaire un écho un petit peu de la même manière que ça. Sauf qu'ici, on va spécifier qu'on veut afficher les colonnes. Et c'est columns name. Ok. Donc là, on va modifier. Donc celle-ci, je crois qu'elle a déjà été modifiée. On va vérifier column name, columns, where table name est égal à table. Normalement, on est bon. Limite avec la colonne. Donc que pour la première colonne. Et après, on check chaque colonne, enfin chaque caractère de la colonne en question. Ok. Et on va encoder tout ça. Donc, encoded, hop, on encode, on récupère, on n'oublie pas, donc on va la coller ici, on n'oublie pas à chaque fois de reconvertir. Donc là, le i, c'était pas pourcentage 24, c'était $, colonne ID, $, et table name, $table name. Ok, là, on est censé être bon, je crois qu'il n'y a pas d'autre chose. J'enregistre, je lance et on va voir à quoi ça correspond. Donc là, on refait la base de données, donc Final Database DVWA. On récupère toutes les tables. Donc on a la première table qui est Users, la deuxième table qui est Guestbook. Alors là, encore une fois, je fais en sorte de montrer au fur et à mesure la concaténation, mais je pourrais faire en sorte d'uniquement afficher à chaque fois la valeur finale. J'aurais pu afficher que DVWA, que Users, que Guestbook, mais c'est pour vous montrer. Donc là, normalement, on va avoir un get column name. Donc là, on peut voir que ça énumère pour la table users, parce qu'on l'a spécifié en dur dans le code. La première colonne, c'est user ID. Ensuite, la deuxième colonne, c'est first name. Donc là, on a la fin. La troisième colonne, c'est last name. Hop, donc ainsi de suite. Ok. La quatrième colonne, ainsi de suite. Après, ça va être, je crois que c'est user, ça doit être password, last login, quelque chose comme ça. Donc là, ça énumère, ça énumère. Et une fois que maintenant on a énuméré
toutes les colonnes, on va pouvoir continuer avec nos petites fonctions. Et cette fois-ci, on veut dump tous les utilisateurs de la table. Parce que maintenant, on sait quelles sont toutes les colonnes. Et du coup, on va pouvoir filtrer par rapport à ces colonnes-là. Hop, hop, hop. Donc, on attend un petit peu que ça se termine. Et normalement, on est censé... Voilà, fade login, je crois que c'est le dernier. Et à la fin, on va normalement nous afficher toutes les tables qui ont été... enfin, toutes les colonnes qui ont été énumérées par rapport à cette table. Là, je rappelle, on n'a fait que la table users parce que j'ai spécifié en dur, mais on aurait pu faire une boucle sur le tableau de toutes les tables pour énumérer toutes les colonnes des deux tables qu'on avait découvertes avant. Donc là, ça nous répète, les colonnes de la table user, c'est user ID, first name, last name, user, password, avatar, last login, fail login. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors peut-être qu'il y en avait d'autres. Moi, j'avais laissé qu'à 8 ici. On avait peut-être plus. Mais ça nous suffit largement. Donc ici, en fait, on va refaire exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va renommer, encore une fois, on va recréer des nouvelles variables pour les utilisateurs. Un gros copier-coller bien moche. Donc on veut le nom d'utilisateur et on veut tout stocker dans un tableau des users. On va refaire un bon copier-coller des familles de getColumnName. Je me répète encore une fois, mais là c'est moche, je fais des copier-coller, on pourrait faire des choses beaucoup plus génériques, mais c'est pas le but de faire un truc propre, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, quand on le fait à la main, get, donc alors on pourrait l'appeler même dump all users, c'est beaucoup plus parlant. Alors dump all users, donc là get users, ou même dump users, hop, dump users. Donc vous voyez, c'est assez fun quand même à faire. Alors moi je l'ai fait en bash, vous pouvez très bien le faire en Python, ça n'a aucune importance. Donc là, user ID, en fonction du nombre d'utilisateurs qu'on a, je vais laisser 8 parce que je ne sais pas combien j'ai d'utilisateurs. La séquence, ça c'est toujours pour savoir le nombre de caractères dans un utilisateur. Donc moi je pars du principe qu'un utilisateur n'a pas plus que 16 caractères. Encore une fois, vous pouvez l'augmenter, 32, 64, 128, peu importe. Success, donc là c'est user name, je vais récupérer le nom de l'utilisateur, je modifie tout ça. C'est user the name que j'incrémente, enfin que je... au niveau du tableau, pour que je stocke dedans ce qu'il nous faut. Et je crois que c'est à peu près bon. Alors ici, effectivement, il faudra modifier ceci. Maintenant, qu'est-ce que je veux select? Je sais que toutes mes tables, il y a user ID, first name, last name, user. Moi, je vais récupérer par rapport au user. Donc, je vais faire select user from ma table. Donc moi, ma table, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la table users. Donc je vais la mettre en dur également. J'aurais pu vouloir dump toutes les tables. Dans ce cas-là, j'aurais dû, encore une fois, boucler directement sur mon tableau tables name. Mais c'est pas le cas. Le where, ici, on s'en fout. Hop. Et on va refaire un limit, comme à chaque fois, parce que je peux avoir plusieurs utilisateurs. Donc je veux spécifier à chaque fois utilisateur par utilisateur. Donc je vais utiliser un limit. D'abord le premier utilisateur, ensuite je vais incrémenter le deuxième, le troisième, et pour chaque utilisateur, je regarde tous ces caractères et j'essaie d'identifier lequel est à quelle position. Là je crois qu'on est à peu près bon. User ID, hors substring. Voilà, je récupère ça. Donc ça, il faudra l'appeler ensuite. Et je vais de nouveau afficher tous les utilisateurs que j'aurai dump. Users. Là, je vais mettre user name, qui est en fait celui-ci, que j'affiche. Donc ici, encore une fois, on va encoder ce qu'il faut. Donc je récupère ceci, j'encode. Bon, vous avez commencé, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu le principe à chaque fois de comment ça se passe. Alors là où c'est un peu long à faire, non, c'est ici qu'il faut mettre. C'est un peu long à faire, mais après c'est automatisé et ça fonctionne pour à peu près toutes les bases de données. Ou en tout cas, il faudra modifier un petit peu le payload, mais une fois que vous avez compris le principe, ça s'automatise assez facilement. Donc là, on peut se dire, ok, ça prend du temps. Alors déjà,
moi parce que je l'explique, donc forcément je passe beaucoup plus de temps que si je l'écrivais, mais là, imaginez que j'ai n'importe quoi, on va mettre 1 à 2 heures à écrire le script. Si jamais on devait tout énumérer à la main et changer le A, le B, le C directement dans les différents champs ici, ça aurait pris beaucoup plus que 2 heures. Et du coup, bah, là, en fait, on a juste à lancer notre script, attendre, et tout est fait automatiquement. Est-ce que ça avait été encodé? Je crois que oui. Je récupère mon résultat. Je vais le mettre ici. On n'oublie pas encore à chaque fois de modifier les variables qui ont été utilisées, le chat, le i, le user ID, et je crois qu'on est bon. Hop, column name. Alors là, je pourrais column name, ouais, je pourrais enlever tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que, bon, je pense que vous avez compris le principe. Du coup, tout ça, je vais le mettre en commentaire. Non, peut-être pas get database name, mais tout le reste, get tables name, tout ça, je vais mettre en commentaire parce que sinon, ça va prendre trop de temps à chaque fois de tout réexécuter, mais ça, je vais le laisser. Vous avez compris le principe, en tout cas. On va pas refaire à chaque fois. De toute façon, vous aurez accès à tout le code source. Normalement, ça, c'est censé fonctionner. On va voir, on va relancer notre database name DVWA. Et ensuite, on a dump user. Voilà, donc le premier utilisateur, c'est admin. OK. Ensuite, on va faire le deuxième. Normalement, ça va être Gordon quelque chose. Voilà, Gordon B. Hop, ainsi de suite. Alors là, j'ai mis column name. Alors, oui, c'est juste que je me suis... Je vais pas modifier là. Non, c'est username. Voilà, ça. Hop, je relance. Et on se retrouve une fois que c'est terminé parce que déjà, la vidéo, elle commence à durer un petit peu longtemps. Ok, le script c'est terminé et on peut voir que maintenant, j'ai bien énuméré tous les utilisateurs un par un. Et je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 utilisateurs. Donc j'ai admin, Gordon B, 1337, Pablo et Smithy. Donc ces utilisateurs-là, on a réussi à les dump et sont stockés dans users name. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va vouloir récupérer le mot de passe de l'utilisateur. Alors, ici, est-ce que je vais rentrer dans les détails? La vidéo fait combien de temps que je vérifie vite fait? Plus d'1 heure. Bon, on n'est plus à ça près, du coup, je vais vous montrer concrètement. Donc ici, on aurait pu directement tenter de brute forcer, enfin brute forcer entre guillemets, d'énumérer le mot de passe d'un utilisateur précis, ou de tous les utilisateurs si on veut boucler sur la variable users, enfin users name sur le tableau. Ici, je vais vous montrer une petite astuce pour d'abord définir la taille du mot de passe. Parce qu'en soi, on ne sait pas comment est stocké le mot de passe à l'intérieur. Est-ce que c'est du base 64? Et dans ce cas-là, c'est du 32 caractères. Est-ce que c'est du SHA 256? Est-ce que c'est du SHA 512, etc. Donc, si on veut définir la taille du mot de passe, on va pouvoir le faire. Donc, ici, je vais créer une nouvelle fois une nouvelle variable. Hop, que je vais appeler password length, donc la taille du mot de passe. Au début qui vaut 1, parce qu'on sait qu'un mot de passe par défaut c'est minimum de 1. Je vais aussi en dessous repréciser que le username c'est admin. Donc on va faire que pour l'utilisateur admin, on va partir du principe que on le connaît, on sait qu'il est là, on l'a énuméré avant, et on veut récupérer uniquement son mot de passe à lui. Ça, je vais le mettre en commentaire, parce qu'on a dump, c'est bon. Ok. Alors, avant de mettre en commentaire, je vais peut-être faire un gros copier-coller. Ça pourrait être utile pour plus tard. Hop. Et ensuite, je mets en commentaire. Voilà. Là, j'ai mis en commentaire. OK. Et qu'est-ce qu'on va vouloir créer d'autre comme variable? Bah oui, on a password length, la taille du mot de passe. Et pour plus tard, on veut également le mot de passe final. Alors, j'aurais pu créer aussi une chaîne, enfin, comment ça s'appelle, une variable qui est en fait un tableau des mots de passe si j'avais voulu énumérer tous les mots de passe, enfin les mots de passe de tous les utilisateurs, mais c'est pas le cas. Donc, pas besoin de tableau, je vais dire que je me base uniquement sur le user admin, comme je l'ai précisé ici. Donc, je sais que je veux taper dans le admin. Ma fonction, je vais la renommer par exemple define ou get password length pour récupérer la taille du mot de passe.
Et ici, ça va être un petit peu différent. Ici, on va plus utiliser le substring, parce qu'on s'en fout de découper les caractères. Nous, ce qu'on veut, c'est uniquement la taille. Donc, on va utiliser une fonction en... Comment ça s'appelle? Une fonction en... Pardon. En SQL, je commence à avoir du mal. En SQL qui s'appelle length, et qui va récupérer justement la taille de quelque chose. Donc, ici, on part du principe que on veut juste une boucle par rapport à la taille. Donc, déjà, le while, il dégage. On veut plus, on s'en fout des caractères. Pour l'instant, en tout cas, on veut uniquement la taille. Donc ça vire. Ça vire. Tout ce qu'il y a avant ça vire. En fait, il nous suffit que d'une seule boucle. Ok. Ça, on va revenir ici. Voilà. Donc, for i, par exemple, in séquence, donc, par exemple, jusqu'à 64. Echo, par exemple, get password length. Voilà. Et en fait, on va modifier ça. On va plus faire un substring. On va juste faire dedans un select. Donc on va récupérer select de un caractère aléatoire, par exemple A. From users, on va rajouter un where. Where, par exemple, user est égal à admin, parce qu'on sait qu'on veut taper dans cet utilisateur-là. On a plus ça. Et on a un end length, la taille, de password supérieur à $i. Et tout ce qu'il y a derrière, donc c'est pas égal char, c'est égal à A. Donc ici, qu'est-ce que ça va faire? On se rappelle toujours, ça c'est tout en faux, donc pour que la taille soit vraie, ça doit être A. Enfin, ça doit être ça doit être true, ça doit être vrai. Ok. On va sélectionner A, donc le caractère A, ça n'a pas d'importance, on aurait pu mettre B, on pourrait n'importe quoi. From users, où l'utilisateur est admin, et où sa taille, en tout cas où la taille du mot de passe, est supérieure à i. Il faut que, donc ça renvoie vrai ou faux. Si c'est faux, bah ça va être faux et tout est faux. Si c'est vrai, on continue. Donc là, si c'est vrai, en fait, on va retirer ça. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, en fait, on va incrémenter la taille du mot de passe. Donc ici, password length est égal à password length plus 1. Donc en fait, à quoi ça va correspondre? On commence avec une taille de mot de passe de 1. Si la taille du mot de passe est supérieure, donc là ça va, on est d'accord, ça va boucler d'abord de 1, ensuite 2, 3, 4, ainsi de suite. Si par exemple la taille du mot de passe est supérieure à 1, donc ça va être vrai. Donc ça c'est vrai et ça c'est vrai. Du coup, toute la partie va être vraie. Ok. D'ailleurs, est-ce que je me suis pas planté au niveau d'une parenthèse quelque part? Je crois que j'aurais peut-être dû faire ça. Alors, je suis pas sûr, faudra qu'on teste au niveau des parenthèses. On va essayer comme ça. Donc, en gros, select A. Je sais plus en fait. Select A from users. Je sais plus où vont les parenthèses. Non, parce que length de i égale A, ça veut rien dire. Donc, c'est bien comme ça. Donc, select A from users. Machin. Donc, ça retourne. Oui, voilà, c'est ça. En fait, select A derrière, en fait, ça select A uniquement si l'utilisateur est admin et la taille est supérieure, la taille du mot de passe est supérieure au truc actuel. Donc, on reprend l'exemple, je me suis un petit peu embrouillé, excusez-moi. Donc, au début, i vaut 1. Donc, select machin, from user, voir user est égal à admin, donc ça, c'est tout le temps vrai, parce qu'on sélectionne que l'user admin, on sait qu'il est là. And length, donc la taille du mot de passe est supérieure à 1. Ça, c'est vrai. On a un et, donc ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc si les deux sont vrais,
la condition where est vraie, et donc ça renvoie, ça fait son select A. Or, donc select A, ça renvoie A est bien égal à A, donc A égale A vrai, donc ça fait vrai ou vrai, on a vrai. Ok. Ensuite, et du coup, comme c'est vrai, ici ça rentre dedans et on incrémente la taille du mot de passe de 1. Ensuite, on passe au. Donc i va valoir 2. Donc select A, machin bidule. Donc where user est égal à min, si on a vu, c'était tout en vrai. Et la taille du mot de passe est supérieure à 2. Si c'est le cas, alors tout ça est vrai. Du coup, ça sélecte A. Et donc A est égal à A est vrai. Du coup, 0 or, enfin faux ou vrai, ça fait vrai. Et du coup, en dedans, on incrémente de 1, ainsi de suite. Et par exemple, si la taille fait que 32, et bien ici, on arrivera à 33. Donc, ou alors même 32, non, on sera à 32. Si la taille du mot de passe est supérieure à 32, c'est pas le cas, c'est égal à 32. Du coup, ça c'est faux. Du coup, vrai et faux, ça fait faux. Du coup, ici, le select A n'est pas renvoyé parce que la condition est fausse. Du coup, ça fait un truc faux est égal à A qui est faux. Faux ou faux, on est faux. Et du coup, c'est pas incrémenté. Et tout le reste jusqu'à 64, ce sera faux. Et du coup, on n'incrémentera pas. Et le résultat, ce sera bien 32 par exemple. Donc ici, on est bon. Donc, il va falloir que juste on encode ceci. On encode tout ça, pour une fois. Donc là, on a que, normalement, on a que le $i. On va devoir modifier, tout le reste est bon. Je vais ici, je modifie tout ça. Là, il n'y a que le $i. Et en théorie, là, on est bon. C'est plus dump user, c'est get password length. Et derrière, je peux faire echo password length. Alors, je sais jamais s'il faut mettre un possessif ou pas, mais bon, bref. De $password length. Et normalement, on est bon. Et on va définir la taille du mot de passe. Je relance, database name, bon, ça c'est le truc du début. Get password length 65, ce n'est pas bon. Pourquoi? Alors, il y a quelque chose quelque part que j'ai dû louper. For i, là on incrémente, down, curl, on a bien le cookie, on a bien le username. Alors, password length, c'est bien select a from and length, password supérieur à $i. Je sais pas où je me suis planté. Response. Echo. Je vais regarder de mon côté sinon, et je vous retrouve une fois que j'ai trouvé l'erreur. Ok, je viens de voir où j'avais fait ma petite erreur. Alors déjà, pour ceux qui l'avaient trouvé, bien joué à vous. Donc ici déjà, en fait j'aurais pu réutiliser username. Bon, c'est pas là d'où vient l'erreur, mais bon, username j'aurais pu le remplacer. C'est ce que j'ai mis ici au lieu de mettre directement admin. En fait l'erreur elle vient d'ici. Length de password supérieur à i. En fait, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est au niveau des parenthèses que ça bloque. C'est la length du password. Donc en fait, juste la taille du mot de passe doit être supérieure à i. C'est au niveau de la parenthèse. Là, j'avais mis. Est-ce que la taille, j'avais tout mis dedans et du coup, c'est incohérent, ça fonctionne pas. Donc c'est au niveau de ceci. Donc en fait, je vais récupérer ceci, le reconvertir. Et normalement, username en code. Et normalement, là, ça devrait être bon. Sauf si je me suis encore planté quelque part en faisant la modification. Mais normalement, ça devrait être correct. Ici, donc, c'est un $i. Length de password, là, on est bon. Là, le username, c'est un $i. Et user, normalement c'est bon. Normalement, c'est bon. On relance. Hop, database name. Get password length. Et là, on a bien 32. Donc, on récupère bien la taille. Donc là, elle est stockée là-dedans. Et ensuite, une fois qu'on a la taille, il ne nous reste plus qu'à, entre guillemets, brute force. Donc, function, je pourrais reprendre un exemple de ce qu'on avait au début avec un petit peu ceci. Hop, je vais retirer. Voilà. Donc, dump
password. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on refait en fait un substring, mais on va faire select password from users. Ça, on retire. Where user est égal à... Bah ici, on peut refaire notre fameux user name qu'on avait avant. On reprend le même avec le char et tout ça. Donc, ok. Dump password. Ça, on n'en a plus besoin parce qu'on n'a pas de limite. Ça dégage. Hop, ça aussi. Ça, on s'en fout aussi. Hop. On va remettre à la ligne. Donc là, le mot de passe, on a vu que du coup, c'était du password length, vu qu'on l'a calculé avant. Vous voyez, à chaque fois, quand je vous dis que là, je mettais en statique, mais que c'était possible de faire du dynamique, c'est exactement ce que je fais là. En fait, j'ai calculé la taille avant, et je sais exactement, et du coup, c'est un peu plus, on va dire, optimisé, parce que je tourne pas, par exemple, jusqu'à 128 caractères dans le vent, j'ai directement la taille exacte. Donc, voilà, c'est juste pour que ce soit plus rapide. Machin. Donc là, on va modifier. On avait déjà créé la variable password. On va la récupérer. Password. On met password là, password là. Et à la fin, on va afficher. Alors, on va appeler la fonction dump password. Et normalement, on est bon. Donc, for i, password length. Là, on repasse sur tous les caractères. Là, c'est password plutôt. Password, si c'est valide. Ok, bon, je crois qu'on va juste devoir encoder ça. Et après, on est bon. Hop, j'encode ça. Alors, pareil, encore une fois, je brute force le mot de passe uniquement pour l'utilisateur admin, mais c'est possible de faire une boucle sur tous les utilisateurs qu'on a dump au préalable pour directement récupérer tous leurs mots de passe. Enfin, le mot de passe de chacun. J'encode ça. Je récupère. Je modifie directement mon payload. Et du coup, c'est le char, c'est $char. Le i, c'est $i. Le username, c'est $username. Et je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. On va pouvoir balancer le petit dump et voir à quoi ça correspond. Alors, j'ai peut-être fait encore une erreur quelque part. On verra ça. On verra ça lors du brute force. Password length, alors là, il m'a mis 33. Pourquoi? Parce que je sais pas. J'ai aucune idée. Dump password. Ok, donc ça a l'air d'être pas ce qu'il fallait faire. Ça n'a pas l'air d'être bon. Parce que là, il trouve rien. Il est censé afficher. Voilà, ok, ça n'a pas fonctionné. Alors, tout au début, j'arrivais bien à faire les trucs. Là, ça fonctionne plus. Pourquoi? Je refais un substring. Select password from users. Where user est égal à quelque chose. Et derrière est égal à char. Donc ça, c'est bon. For i in séquence de password length. Ça en est bon. Do response cookie. Or. Ok, donc là normalement j'ai ah, j'ai le limite. What? Ah, c'est bah, c'est copier-coller en fait qui a pas fonctionné. Ok. J'ai des problèmes avec WSL de temps en temps. Les copier-coller ne fonctionnent pas, je sais pas pourquoi. En fait, là par exemple, si je sélectionne cette ligne, je ne fais pas de copie, hein, je fais pas de CTRL-C, rien. Et bien en fait, des fois, juste en sélectionnant la ligne, ça copie dans mon presse-papier. Et du coup, après, quand je fais des copier-coller, parfois ça passe pas. Donc, on va refaire en fait, hein, en code. Là, il n'y a pas de limite, on est d'accord, hein. Ok, donc normalement c'est bon. Je vais mettre ici. Hop, encore une fois, le dollar. Et aussi, et le dernier, $username. Et là, par contre, là, c'est censé être bon. On espère, on espère. Blind low. DVWA. Voilà, et là on réussit à le brute force. Alors je sais pas pourquoi il met 33, j'ai dû me planter quelque part, j'ai dû rajouter plus 1 alors qu'il fallait pas. Mais en tout cas, vous voyez que là, au fur et à mesure, ça le fait. Et que une fois qu'on l'aura craqué, on a enfin craqué entre guillemets, on a énuméré, on a dump le mot de passe. Et si on va sur, par exemple TrackStation, on va bien réussir à récupérer
hop, I am not a robot. Ah, les motos, c'est chiant, ça, je sais jamais c'est quoi. Voilà, les bus, parfait. Ok, crack H. On voit bien que c'est password. Alors après, si on veut faire un autre utilisateur, par exemple, on a juste ici à modifier admin par exemple lit, qui était un autre utilisateur. Je relance. Toujours la même taille. Et on peut voir que du coup c'est différent. Là c'est du 5F quelque chose, là c'est du 8D quelque chose. Et on arrive quand même à énumérer comme ça, à dump. J'aurais pu encore une fois, au lieu de modifier juste username ici, dedans faire une grosse boucle avec qui bouclait justement sur le tableau user's name. Et à chaque fois qui est remplacé par la variable ici. Et du coup, on arrivait à dump les mots de passe de tous les utilisateurs. Là, on peut tenter de leur craquer de nouveau, mais en fait, ça fonctionne de la même manière. Vous voyez, là, là j'ai sélectionné, juste sélectionné, ça n'a pas voulu. Ça l'a copié, en fait. Petit problème avec WSL, je sais pas pourquoi ça fait ça. Crac, et là, on a bien Charlie. Donc, lit, l'utilisateur lit, son mot de passe, c'est Charlie. Voilà, donc alors là c'était que la toute première partie, c'était que le low, mais en fait pour les difficultés medium et high, c'est exactement la même chose. Alors exactement, pas tout à fait, il y a quelques sécurités en plus, par exemple en medium je crois, ici on n'est plus obligé d'utiliser on peut plus utiliser des comment ça s'appelle, des guillemets, enfin des singles ou des doubles quotes. On est obligé d'utiliser une autre technique pour bypass l'utilisation des single quotes. Mais ça pose pas de problème, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Je vous retrouve une fois que j'ai tout resetup correctement. Ok, on se retrouve pour le niveau médium cette fois-ci. On se met bien en médium et on va continuer. Alors vous allez voir que, alors on change un petit peu, mais ça reste vraiment exactement sur le même principe. Donc on va en SQL injection blind. Et là, cette fois-ci, on peut sélectionner qu'un identifiant. Ok. On peut submit. Et on nous dit que l'utilisateur existe dans la base de données, ainsi de suite. Ok. On peut regarder le code source un petit peu pour voir comment ça se passe. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, exactement la même. On reprend l'ID, qui est un post. Existe par défaut, c'est en faux. Là, on a un switch case. Nous, on va rentrer dans le premier parce que la base de données derrière, c'est du MySQL et pas du SQLite. Donc, toute cette partie, on peut l'ignorer. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a la base de données qui est faite. MySQL query, remove override to suppress MySQL error, there was an error, ok, machin. Numéro, ça c'est exactement la même chose qu'on avait. Et c'est à peu près tout. Donc, au niveau du médium, il n'y a pas grand-chose qui change, sauf, attention, au niveau de l'identifiant, il y a une sécurité supplémentaire qui a été mise en place. C'est le MySQL Real Escape String. Qu'est-ce que c'est? Si on va voir un petit peu à quoi ça correspond. En fait, en PHP, c'est une fonction qui va faire en sorte d'échapper certains caractères. Si on regarde les caractères échappés, il y a donc le caractère nul, l'anti-n pour le nouveau ligne, anti-r, juste anti-slash, simple quote, enfin single quote et double quote. Ça veut dire que, et CTRL Z également. Ce qui veut dire que, normalement, dans notre requête, on ne peut plus utiliser single quote et double quote. C'est problématique parce que nous, quand on faisait notre recherche ici avec le égal machin char pour le caractère, en fait, là, on utilisait des single quotes. Pareil ici pour l'utilisateur. Alors, pour l'utilisateur, c'est facile de bypasser ça. En fait, au lieu d'utiliser le nom de l'utilisateur, on va pouvoir utiliser son identifiant. On part du principe qu'on a réussi à énumérer, à dump toutes les informations avant. Donc là, on est capable, en fait, de bypasser ça en utilisant, par exemple, le user ID. Alors, on avait vu, si on retourne un petit peu plus avant, là, c'était les utilisateurs. Voilà, ici, on peut voir un user ID. Donc là, on peut faire user ID est égal à 1, est égal à 2. On peut énumérer comme ça, donc là, c'est pas un souci. Pour voir s'ils existent. Donc on va pouvoir utiliser ça. Le problème, c'est que la suite, ça va être compliqué parce que, comme on l'a vu ici,
ça, le caractère, nous, ben, en fait, on a que des caractères comme ça, donc on se dit que ça va être compliqué. Sauf qu'en fait, non, parce qu'on va pouvoir bypass ça, comment? Avec des caractères ASCII. En fait, on va convertir le caractère juste ASCII de base comme ça en sa représentation décimale. C'est-à-dire que le A, comme ça, alors je sais plus s'il vaut 65 ou 97, c'est un des deux, mais on va pouvoir comme ça convertir le caractère en le faisant passer pour un nombre décimal, et comme ça on va pouvoir l'utiliser dans notre requête, et c'est le langage SQL qui va automatiquement le convertir en caractère, et lui, nous, on doit donner que un nombre décimal. Ce qui fait qu'en fait, on n'a plus besoin d'utiliser des single quotes et des double quotes. Donc là, je vais remettre admin. Et en fait, bah, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler blind._medium.sh. Alors, pas du tout, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je vais reprendre le début. Char7, normalement, ça reste pareil. Hop, je récupère, je colle. CTRL S. Là, je l'appelle. C'était où? C'était SQL. Bah, non, c'était blind. Blind low, je vais mettre en blind medium. Voilà. Ok. Là, j'ai enregistré, on est bon. Et on va reprendre quelques trucs par rapport à ça. Donc, ça, on s'en fout. Password length, ça, je vais récupérer de nouveau. Je vais le remettre. Normalement, ça, il n'y a rien qui a changé. Les cookies, ça n'a pas changé. Je ne me suis pas déconnecté. Alors, si, il y a juste ça. Au lieu de mettre low, maintenant, il faudra mettre medium. Et on va récupérer la toute dernière fonction que j'avais utilisée pour tabasser les mots de passe. Bon, là, je vais le mettre manuellement. Je vais mettre 32. C'est pas trop grave. Et ici, on avait vu que, donc là, user, mais en fait, je vais utiliser user, user ID de mémoire. Alors, je sais plus si c'est. Alors, oui, petit truc aussi, pardon, c'est que ici, on avait vu qu'il m'avait ressorti uniquement user ID. C'était avant. User ID, tout accroché. Parce qu'en fait, je n'ai pas précisé dans mon charset des underscores et des trucs comme ça. Mais là, c'est bien user underscore ID. C'est juste que ici, comme j'ai pas mis l'underscore, forcément, il ne peut pas le trouver et du coup, il passe à côté, il ne va pas concaténer. Si j'avais mis ça, il m'aurait bien ressorti. Voilà, c'est juste pour info. Donc ici, c'est bien where, c'est bien user ID est égal à 1. Bon, là, on part du principe qu'on connaît déjà les user ID, mais comme tout ce qu'on a fait avant, on aurait pu énumérer. Ça revient exactement au même. Or, substring. Et là, en fait, on va utiliser une autre technique. Alors, si vous savez la table ASCII, hop, si on va regarder ici, alors, ASCII table, on va pouvoir voir que, effectivement, à chaque fois, là, c'est sur Wikipédia, mais il y a plein de tables qui existent différentes. Enfin, c'est toutes les mêmes, mais sont plus ou moins lisibles. Là, si je l'ouvre, par exemple, la table ASCII, on peut voir que, alors je sais pas où elle se situe, ici. Ah, les pop-up, les machins, les trucs, c'est infernal. On peut voir que, par exemple, le caractère 0, il correspond à la valeur décimale 48. Du coup, ici, on va être capable de convertir le 0 en 48. Et comment on va pouvoir automatiser ça? En fait, en bash, il y a une fonction qui s'appelle printf, qui va nous permettre, comme ça, de convertir un caractère en un autre. Là, on va dire, affiche-moi la valeur décimale, donc pourcentage D pour décimale, du caractère suivant. Donc, il faut mettre un apostrophe avec le caractère qu'on veut modifier. Donc là, si je, par exemple, mets 0, donc affiche-moi la valeur décimale du caractère 0, ça m'affiche 48. Si je retourne sur ma table, 0, c'est bien 48. Si je fais un exemple avec le U, il est censé m'afficher, par exemple, 117. Je mets un U, il m'affiche bien 117. Donc comme ça, on va pouvoir modifier, enfin convertir du caractère en décimale. Et il y a une autre fonction, justement, en SQL, qui s'appelle char, qui va faire l'inverse, qui va convertir un nombre décimal en caractère, qui va refaire l'opération inverse. En fait, on va faire en sorte de bypass la fonction qui était MySQLi escape machin,
en passant quelque chose comme ça, et c'est lui après qui va le reconvertir par lui-même. Donc, si on regarde notre code, on va rajouter ici dedans, hop, par exemple, l'ASCII caractère, c'est égal à ce qu'on avait mis avant, en fait, c'est le printf, printf de %d, et on va lui passer à chaque fois le caractère qu'on lui passera qui va faire automatiquement la conversion. Alors ça, je vais renlever parce que c'est bon. Hop, ok. Where user ID, donc là c'est, on va faire le caractère de ceci. Alors c'est même ASCII char, voilà, quelque chose comme ça. Et une fois qu'on a ça, ben, on a de nouveau à peu près notre séquence, hein. Il n'y a plus grand chose à faire. Là, on a converti pour bypasser le fait d'utiliser des single quotes ou pas. Alors là, il y en a encore une. Si on regarde, alors je vais lancer burp, on se retrouve tout de suite. Hop, je me suis mis en interception, on est bon. On va pouvoir lancer le petit burp, là le proxy est mis, je submit. Pourquoi il veut pas? Parce que pour 80-80, peut-être modifier ça, settings, pardon. Non, j'ai peut-être modifié, hop, là-dessus, voilà, c'est parce que c'est 90-90, donc forcément, ça n'a pas fonctionné. Les aléas du direct, hein. Burp sur 80-80, hop, save. On est bon. On relance. Là, je me remets sur du burp. Submit. Là, je l'ai bien intercepté. ID 1, submit 1. Je l'envoie dans le repeater. Quand je lance, donc là, j'ai bien, si on va voir, user exist in the database. Là, je vais faire un search sur database avec un auto-scroll. Arriver directement ici. OK. Donc là, si je fais ça, c'est bon. Si je mets une single quote, j'ai une erreur. Si je mets une double quote, j'ai une erreur. Si je fais une single quote, or 1 égale 1, je vais encoder tout ça parce que sinon il n'est pas content. Si je fais ça, j'ai toujours une erreur. Pourquoi? Parce que en fait, ici, si on regarde dans le code source, ça n'utilise plus du tout de single quote. Donc il faut l'enlever pour que ça refonctionne. Donc ici, dans notre payload, on va modifier ceci, on va l'enlever. On va garder tout ça et on peut voir qu'il n'y a plus aucun single quote ni double quote dedans. Donc c'est censé fonctionner. On va récupérer tout ça. Et on rappelle qu'on a utilisé la fonction char SQL pour bypass justement l'utilisation des single quotes pour plus qu'on en ait à utiliser parce que c'est échappé via MySQL Real Escape et ça ne nous permettait pas justement d'insérer quelque chose dedans. Donc, je vais récupérer dessus, je vais l'enlever quand même. On va encoder tout ça. Char, ASCII, char, machin bidule, encode. On va récupérer le contenu. On va remodifier comme à chaque fois les champs qui ont besoin de lettres. Donc ici, on a ASCII char. Là, on a un $i. On a, je crois que c'est tout, hein. $i, ASCII char. Je crois que c'est à peu près tout. Donc on va tenter comme ça, en médium, de le lancer. Donc, hop, chmod plus x blind medium. Blind medium. On va le lancer, on va voir est-ce qu'il arrive à dump le password ou pas. J'ai pas l'impression. Donc j'ai dû manquer quelque chose quelque part. Dump password, password echo. URL. Alors pourquoi il veut pas? Ah oui, parce que c'est du post maintenant. Là, je faisais un get. Ok. C'est ma faute. Maintenant, il faut modifier la requête curl pour que ça envoie du post. Donc on va faire un tiré grand X post pour envoyer du post. Et on va dire que les données qu'on envoie, alors là ça change un petit peu, on l'envoie sur l'URL. Et les données qu'on envoie, on l'envoie avec un tiré grand D pour dire data. On va envoyer ces données-là. Et je pense qu'on est bon ensuite. On va tenter de l'envoyer comme ça. Dump password. Est-ce que ça passe? Ça a l'air de
toujours pas passé. Hum, hum, hum. Est-ce que j'avais bien ID? Ah non, faut que j'enlève ça. J'enlève ceci, c'est pour ça que ça allait pas. Donc c'est bien ID est égal à quelque chose. Et submit. Bon, oui, les aléas du direct, hein, même si je l'ai fait avant, je vais sauvegarder, je relance. Voilà, et là ça passe. Et là on arrive à dump le mot de passe, encore une fois, en étant en medium, en modifiant un petit peu et en bypassant les single quotes et les double quotes. Donc toujours intéressant de connaître cette technique. Alors, j'ai repris que comment ça s'appelle, le dump de mot de passe, parce que tout ce qu'on a fait avant, en fait, c'est exactement pareil, juste on utilise cette technique-là au lieu de l'autre, mais pour réénumérer le nom de la base de données, pour réénumérer toutes les tables, toutes les colonnes, c'est exactement la même, c'est juste les payloads qui changent, et le curl qui envoie un post au lieu d'un get. Voilà, c'est juste ça. Du coup, on se retrouve pour la version difficile. À tout de suite. Ok, on se retrouve, on se met en mode difficile et on est parti pour le tout dernier challenge. Donc là, vous voyez que on sélectionne plus du tout, on fait click here to change your ID, on clique, ça nous ouvre une petite fenêtre, on met notre ID, par exemple 1, submit, ça met cookie ID set, ok, donc ça c'est intéressant, et ensuite on peut fermer, et là ça nous dit que user ID existe in the database. Si on regarde le cookie, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un cookie qui s'appelle ID qui est apparu et qui contient 1. Intéressant. Si on tente de changer notre ID et qu'on tente d'exécuter quelque chose, donc par exemple 0 n'existe pas, mais que je fais or 1 égale 1, comme ça derrière, submit, là ça met user ID existe, donc apparemment ça existe toujours, mais si je vais regarder mon ID, ça a bien été encodé, mais en tout cas ça a été modifié et on voit que l'identifiant existe. Ok, donc a priori, via le cookie, il y a moyen d'injecter quelque chose. Et ben en fait, on va se baser là-dessus. Si on regarde le code source, alors il y a plus, je crois qu'il n'y a plus la protection ID par rapport au single quote, double quote. On va quand même garder tel quel parce qu'on ne va pas tout remodifier, mais qu'on prenne le premier script ou le deuxième, c'est censé fonctionner. Et en fait, ça refonctionne à peu près de la même manière, sauf que ici, attention, si jamais il y a une erreur et que l'utilisateur n'existe pas dans la base de données, enfin, quand ils disent user ID n'existe pas, c'est que la base de données nous retourne faux. Dans ce cas-là, il y a un slip aléatoire qui est potentiellement appliqué. Voilà, en fait, au début, ça va choisir un nombre aléatoire entre 0 et 5. Et si ça tombe sur 3, alors on va dormir entre 2 et 4 secondes. Alors, c'est une légère protection juste pour faire perdre du temps à l'attaquant si jamais il tombe sur le 3 quand il fait du random. Voilà, ça rajoute juste un peu de temps, mais ça change strictement rien au fait d'exploiter la vulnérabilité. Et on peut voir qu'ici, de nouveau, on utilise une single quote. Donc, on va pouvoir remodifier notre script. Alors là, vous pouvez voir que j'ai créé un autre script bash, blind high. Donc, j'ai fait juste un gros copier-coller de celui-là. J'ai encore rien modifié dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on peut voir qu'en fait, c'est plus du post, c'est toujours du get. Si on va voir un peu le code source, est-ce que... Oui, je l'avais fermé. On va voir le code source, query, query classique, il n'y a rien de spécifique. Si on va voir ici, si on se remet en burp, qu'on regarde un petit peu, on se met en mode interception, hop, oui. Click here to change your ID. Donc là, la petite fenêtre s'ouvre, parce que c'est en chargement. Là, c'est du get, ok, donc forward. Donc là, c'est un truc qui n'a rien à voir, on s'en fout. Ok, bon, on va l'enlever parce que c'est chiant. Ok, là, je tape par exemple 1, submit, forward. Ah, on peut voir que si, là, ok, ça fait quand même du post. Cookie input, ça prend truc input, mais en fait, le cookie ID, c'est celui-là, forward. Et en fait, non, en fait, ça get, mais ça récupère cookie ID est égal à 1. Et ça nous retourne, est-ce que c'est bon ou pas? Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a juste à modifier le cookie qu'on va envoyer, et on regarde si, sur cette page de base, c'est toujours user ID existe qui va être envoyé. Donc, si on reprend le code source, c'est toujours user ID, on a toujours la même chose, donc on va enlever le post, on va enlever le "-d", URL, ça reste pareil, ça on va pouvoir l'enlever même.
hop, comme ça, et juste dans cookie, donc on envoie le cookie de base, mais en plus, point virgule, on va envoyer le nouveau cookie qui s'appelle ID, et qui aura la valeur de, en fait, de notre nouveau cookie, quoi. Euh, de l'ID qu'on aura mis ici. Donc on aura juste à envoyer ça au niveau du cookie, normalement ce sera bon. Donc, on a ça. Ici, qu'est-ce qu'il faut modifier? Donc on peut repartir du user est égal à admin, ça pose pas de problème. Char, ASCII, machin, ça on est bon. Et en théorie, on a juste à refaire ça, à l'envoyer tel quel, et c'est censé fonctionner. En théorie. En fait là, la difficulté c'était juste essayer de comprendre que maintenant l'injection pouvait se faire directement dans le cookie et pas forcément dans l'URL ou via une méthode post. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus compliqué que ça. Normalement, si on récupère ça et qu'on le renvoie, c'est censé fonctionner. Donc, on va remettre la single quote parce que c'est nécessaire quand même. Je récupère ça, je vais l'encoder. Admin, ASCII, machin, encode. Je récupère ceci. Je le colle dans mon cookie. Je vais juste modifier le ASCII char, le $i. Et je crois que c'est tout. Admin, $i, ASCII char. Ouais, on est bon. Ok. Donc, blind high. Je chmod plus x blind high. Je l'exécute. Est-ce que ça va passer? Ça n'a pas l'air de passer. Ok, j'ai fait une erreur quelque part encore. Alors ça, on commence à être au courant de comment ça se passe. Select or substring. Select password from users. Where user est égal à admin. C'est censé être bon. Égal à char quelque chose. Là on a bien ceci. On a bien le curl-s avec le cookie qu'on a spécifié avant les cookies qu'on avait. Le point virgule. 0 or machin, select password from. Derrière, je précise bien l'URL que j'ai envoyé. ASCII char. Bah, on devrait être bon en fait. Hein. Je sais pas pourquoi ça passe pas. Est-ce que j'aurais une erreur de parenthèse quelque part ou un mauvais copier-coller encore peut-être? Ah mais oui, il faut que je mette en high en fait, c'est pour ça. Ok. Problème entre la chaise et le clavier. Alors là, ça va prendre beaucoup plus de temps en théorie parce que si jamais j'ai une erreur, on va attendre entre 2 et 4 secondes. Mais vous voyez, voilà, c'est beaucoup plus long, mais ça fonctionne. Et comme avant, on va récupérer le 5F quelque chose. Donc on va pas faire jusqu'au bout, on va s'arrêter à 2-3 pour vous montrer que ça fonctionne bien. Voilà, 5F. Après, c'est quoi? C'est 4D. Et à 4D, on va s'arrêter parce que de toute façon, c'est juste du temps après à attendre que le script se balance. Mais en tout cas, voilà, on a pu voir qu'on a réussi également à l'exploiter. Alors cette vidéo a été extrêmement longue, mais j'espère que vous aurez appris des choses et surtout que vous aurez compris. Ce que j'ai expliqué, c'est pas forcément simple de l'expliquer comme ça en même temps que je fasse, de manière, on va dire, un peu technique. N'hésitez pas à me faire votre retour directement dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir si ça vous a servi ou pas. Laissez un petit pouce bleu, parce que c'est quand même pas mal de travail et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.